Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 267 du Basket Lab, le laboratoire du jeu, et aujourd'hui, place aux Memphis Grizzlies dans notre série des bilans 2024 avec un invité habituel, Tom de Dunk Hebdo et de Cellule Grise évidemment, et puis pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes et petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans de 2024, nos fameuses stats de la saison, bilan 2024, et aujourd'hui, c'est un habitué qui nous rejoint, c'est Tom. Comment vas-tu, Tom ? Ça va très bien, Guillaume, et toi ? Comment vas-tu ? Ben ça va, en grande forme, même si bon, là on est en petit secret d'enregistrement, on est en plein playoff, même avant le début des finales. On peut dire que Tom, fan de Memphis, c'était pas pour cette année. Hein. Ah, clairement, la saison s'est arrêtée très tôt pour moi, mais bon. En tout cas sur le plan des Memphis Grizzlies, mais comme je dis, j'aime bien le dire, hein, je suis entre guillemets supporter de Memphis Grizzlies, mais je suis avant tout un fan de NBA, donc ouais. J'ai quand même le plaisir de pouvoir regarder les matchs de playoff. Oui, puis fan de Memphis, mais analyste également, généraliste, hein, donc de toute façon, tu t'intéresses à tout et tu parles de tout. Mais donc là, effectivement, on va plutôt avoir besoin de ton expertise sur Memphis pour ce bilan 2024 qui, je crois que l'an dernier, tu étais venu le faire, et c'était déjà un peu plus tôt que prévu. L'an dernier, je sais pas si tu te souviens, parce que upset au premier tour, Lakers et tout, c'est toi qui m'avais relancé de suite. Bon, bah ça y est, ils sont éliminés, allez, on le fait maintenant, l'épisode. et là, malheureusement, on est encore sur une déception, et sur encore plus tôt que l'an dernier. Bon, il faudrait quand même pas que l'an prochain encore... Enfin, voilà, on a le souvenir de 2022, c'était le début d'un nouveau cycle. Il faudrait quand même que ça s'enchaîne, les années du bon cycle, Tom. Hein. Ouais, clairement, hein, puisque... Ça a marqué un vrai coup d'arrêt après 2 saisons à plus de 50 victoires. Là, c'était le retour littéralement sur terre et à l'infirmerie. Mais bon, c'est vrai que la saison a été assez compliquée, même s'il y a des éléments de contexte qui permettent de pas sombrer littéralement dans la déprime. Mais c'est vrai que Memphis a pris du retard là où Memphis semblait être en avance il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Bon, on va détailler tout ça évidemment. Alors je ne l'ai même pas dit, mais Tom de Dunk Hebdo et de Cellule Grise aussi. Même si, comme on disait hors antenne, bon bah du coup peut-être saison un peu triste. Vous n'avez pas fait beaucoup d'épisodes de Cellule Grise récemment. Exact. mais tout de même le podcast est là. Donc bref, notre série des bilans de saison 2024. Donc à travers les stats de la saison qui sont un peu un prétexte, hein, vous le savez. Donc chacun arrive avec 5 stats, hein, les 10 stats, 10 points clés pour cette saison 2024. Et donc comme dit, parfois la stat c'est un peu soit une stat qui est intéressante, soit sinon la stat est un peu un prétexte pour aborder plein de petits sujets à droite à gauche. Oui. Tu connais le format évidemment, tu es un habitué du Basket Lab et de cette série même. Donc si tu es prêt, on peut y aller directement et commencer à faire ce bilan des Grizzlies 2024. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024 ? Alors ma première stat du jour, je pense que tu l'as peut-être noté, ça va être 551. Ouais. Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est des minutes alors, non ? Non. C'est le nombre de matchs manqués cumulés par les joueurs de l'effectif de Memphis cette saison. Ah, oui, c'est pas mal. 551 matchs manqués. On voit que globalement, l'équipe a dû utiliser 33 joueurs différents, dont 12 qui ont été signés avec l'hardship exception. Alors, pour donner un exemple, l'hardship exception, tu peux l'avoir à disposition uniquement quand tu as au moins 4 joueurs blessés qui ont manqué déjà 3 matchs consécutifs et qui seront absents encore pour 2 semaines minimum. Wow. Donc, il y en a eu 12. Hein. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est un peu l'histoire de la saison, c'est que même au-delà du fait qu'il y ait des stars qui est manqué, enfin il n'y a même pas que les stars, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu une hécatombe un peu partout dans l'effectif, c'est aussi ce que tu dis, quoi. C'est pas que Ja Morant. C'est ça. Non, c'est pas que Ja Morant, puisque Ja Morant, il avait sa problématique de suspension, puis ensuite il s'est blessé à l'épaule après 9 matchs. Mais il y a aussi eu des blessures de Desmond Bane qui se fait la cheville. Il y a Marcus Smart, qui a joué que 20 matchs. Il y a vraiment Luke Kennard qui était blessé aussi en début de saison. La seule personne à avoir été là à peu près toute la saison, c'était Jaren Jackson, quoi. Ouais. Non, effectivement. Et alors, juste pour qu'on dissipe également tous les doutes, à quel point est-ce qu'il y a eu un côté peut-être tanking de vu qu'on est nul de toute façon, on va prendre notre temps, les faire revenir ou pas, mais à la base, tu nous dis quand même que c'était des vraies blessures. C'est peut-être que parfois ça a un peu traîné pour les faire revenir, et encore, je te pose la question, mais voilà, il y avait quand même des vraies blessures à la base, quoi. C'est pas genre, on a Ja Morant, on va faire semblant d'avoir des blessés pour tanker, quoi.
C'est ça. Non, de vraies blessures, hein. Marcus Smart qui s'était déjà blessé une première fois, qui est revenu dans la saison, qui se reblesse au niveau du doigt, qui se blesse au niveau du doigt, qui se casse littéralement. Enfin, je crois il se disloque le doigt. Ou pendant un 3 points, on voit, il regarde son doigt pour fêter le 3 points et il se rend compte que son doigt est de travers. Enfin, c'est exceptionnel. On a une Sean Marion, donc, hein, comme on appelle. C'est ça. C'est ça. On a également Desmond Bane qui s'est blessé, qui est revenu lui un petit peu pour jouer à la fin de saison, et puis ensuite qui a été arrêté tout simplement pour les revenus. Il a repris un petit peu ses marques avec les joueurs qui ont émergé durant la période où il était absent, puisque ça va être des joueurs, on en parlera peut-être après, mais qui risquent d'être importants pour l'avenir de la franchise, et au moins en tout cas l'avenir à court terme avec la saison prochaine. Donc il a eu des minutes avec ces joueurs-là. Et ensuite, on a eu le retour aussi de Brandon Clark qui avait manqué quasiment toute la saison, hein, qui s'est blessé le soir du match où Ja Morant a été filmé en boîte de nuit en montrant un flingue pour la première fois. Donc lui aussi qui avait été oublié dans le flow de l'an dernier de tous les absents, qui lui aussi est revenu cette saison. Donc vraiment beaucoup d'instabilité, même au niveau des role-players. Jake LaRavia s'est blessé, Zaire Williams aussi blessé, donc vraiment une hécatombe littérale. Il manquait plus que Taylor Jenkins nous fasse une Chris Finch. Oui, c'est ça, ouais. J'allais dire Chris Finch, il l'a fait, lui, tu sais. Donc même le coach, maintenant, il est pas à l'abri. Non, mais c'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en plus, tu vois, un mec comme Marcus Smart, par exemple, n'a pas du tout cette étiquette de injury prone de base. Il a jamais manqué autant de matchs dans une saison. Et là, il est arrivé à Memphis. Et en fait, il y a tout qui est tombé d'un coup, quoi. Comme tu dis, à part Jaren Jackson, le fait est aussi que, on partait au niveau de la saison, on savait que Ja Morant allait être suspendu. Mais tout de même, on se disait, c'est quoi? C'était une vingtaine de matchs, 20-25, je crois. On se disait, Memphis a peut-être un peu encaissé en début de saison, mais ensuite ça va aller mieux, quoi. C'était un peu l'espoir. C'est une équipe jeune, et une équipe qui avait fait un peu de changement, donc rajouter Marcus Smart. Voilà, il y avait, comme dit, l'an dernier, ils se sont fait upset au premier tour des playoffs, mais ils étaient quoi? Ils étaient dans le top 4, hein, forcément, l'an dernier. Donc, c'était pas non plus la catastrophe. Et c'est en ça où, cette année, on a un peu un accident industriel, mais qui est un peu une accumulation de tout, parce que, Ja Morant, la suspension, quand il revient, moi je me souviens, on en a parlé dans l'hebdo, on a réussi à faire un épisode dans l'hebdo, tous les lundis matins, on faisait une émission, on a réussi à faire une émission, Ja Morant, le retour de suspension, il est déjà génial et tout, et puis la semaine d'après, c'était fini, quoi. Il était blessé, quoi. Donc c'est vraiment ce truc où, en effet, il n'y a pas de chance du tout, et c'est une année qui est totalement à jeter à la poubelle, qu'on n'est pas sur, comme l'an dernier, où on disait, il y a des limites, le front office est un peu planté là. Non, là, c'est vraiment... Voilà, c'est une erreur de casting que vous retrouviez au milieu de San Antonio, Portland, Washington, Détroit, etc. Quoi. C'est une bonne équipe qui avait juste pas ses joueurs disponibles, en fait, on peut dire. C'est ça. Et tu vois, on en a même pas parlé, mais tu vois, Steven Adams, il n'a pas joué de la saison non plus. Voilà, Steven exactement. Adams, qui n'a pas joué de la saison. Alors c'est vrai que lui aussi, il avait eu ses problèmes de blessure la saison dernière, mais il a joué juste 2 matchs de pré-saison et puis il a été shutdown pour la saison. Il s'est fait opérer depuis, il s'est fait transférer. Et encore une fois, on va reprendre notre classique. Le line-up de Memphis qui a joué le plus de possessions cette année, il en a joué 149. Ah oui, ouais, d'accord. 149. C'est rien du tout. Ouais. Pour dire, pour donner un ordre d'idée, d'habitude, chaque équipe a un line-up qui tourne autour des 700, 800, 1000 possessions jouées ensemble. Donc 149, c'est ridicule, quoi. Effectivement. Mais effectivement, j'avais noté une stat un peu comme ça dans mes notes. La première que je voulais évoquer, moi, c'est 33. Donc tu l'as évoqué. C'est le nombre de joueurs utilisés en 2024, qui est un record NBA, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Mais après, c'est vrai que c'est un record NBA, mais il faut mettre en contexte que maintenant, il y a 3 two-way, il y a alors oui, c'est un record NBA, mais il y a cette notion de 3 two-way. Mais oui, c'est un record NBA. Effectivement, on n'a jamais eu autant la possibilité d'avoir des joueurs dans l'effectif, mais bon, il y a un peu ce truc-là. Et l'autre chiffre que j'avais, c'est que, comme dit, beaucoup de blessures. Donc, Ja Morant, à peine 9 matchs. Desmond Bane, une demi-saison, 42 matchs à peine. Smart, à peine 20. 20 sur 82. Steven Adams, 0. Clark, qui est revenu, comme tu l'as dit, parce que blessé en fin de saison dernière, en fait. Donc, ça a affecté toute cette année, le temps de revenir. 6 matchs à peine. Jaren Jackson, 66. Mais ce qui fait que, donc, Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Adams, Clark et Jaren Jackson, donc les principaux joueurs de cette rotation, j'ai calculé, ils ont joué 15% des matchs disponibles. Voilà. Oui. C'est un chiffre assez dingue quand tu y penses. 15% à peine des matchs dispo ont été joués par ton noyau dur. Donc effectivement, il y a rien à dire à part on passe à autre chose et puis voilà, quoi. Et puis il y a quand même un bon point, c'est que vous avez obtenu un choix plutôt haut placé, non, je crois, au niveau de la loterie.
Ouais, c'est pas mal choix quand même 9 pour une équipe au niveau de la loterie. Et les premières rumeurs, parce qu'on enregistre avant la draft évidemment, mais les premières rumeurs c'est quoi? On va le garder, on l'utilise en atout, on va le dépenser, on va drafter un joueur, c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on en dit? Alors il y a deux, on va dire, il y a deux visions qui s'opposent. La notion de se dire qu'il faut absolument. Alors la première vision, ça va être absolument drafter un joueur, donc le meilleur talent disponible, que ce soit un intérieur ou que ce soit un joueur qui joue à notre poste mais qui n'est pas un joueur petit, entre guillemets, puisque on voit que les playoffs nous montrent que la taille, ça compte quand même, la taille c'est important en tout cas, et que globalement, donc il y aurait ce parti pris de drafter un joueur et de s'assurer un joueur de rotation qui est un peu, qui a un- on va dire un coût salarial ou qui pourra avoir une meilleure production que le coût salarial, comme tu l'as bien mentionné, le fait que avoir un bon hit sur un contrat rookie pour un joueur de rotation, ben, c'est exceptionnel puisque c'est une valeur qui est inégalée aujourd'hui en NBA. Ouais, c'est du vol. Hein. Merci le CBA qui structure les contrats rookies, qui fait que dès que tu peux avoir un bon joueur de rotation, mais qui est sous contrat rookie qui est payé une misère, quoi. Donc c'est ça. Merci. Exactement. Et après, tu as l'autre version qui se dit que il faut absolument récupérer un titulaire dans un trade. Donc, on entend les noms de Cam Johnson, de Michael Bridges, même si voilà les noms qui reviennent assez souvent, où il faut trade le pick pour récupérer un joueur. Ouais. Sauf que quand tu trades le pick pour récupérer un joueur qui a déjà un long salaire, bah, il y a la notion aussi de management du salary cap, de la gestion du salary cap, où Memphis est potentiellement aujourd'hui une équipe qui est déjà dans la première apron. Donc, rajouter du salaire, faut avoir aussi l'aval du propriétaire. Donc, tu as aussi cette notion où tu as un petit peu plus les points éméliés si jamais tu pars sur cette option-là. Et il faut que le joueur que tu rajoutes à l'équation, il paye tout de suite parce qu'ensuite, ce sera plus difficile de faire marche arrière. C'est vrai que je te pose un peu la question parce que je trouve que le dilemme est intéressant et on sait qu'il y a des équipes qui parfois, voilà, un accident un peu industriel, t'as un très haut choix de draft. Je pense aux Warriors. Bon, mais voilà, les Warriors auraient largement dû utiliser le pick dans un échange, en fait, à mon sens. Hein. Ou alors drafter un bon joueur, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Wiseman. C'est ça. Mais non, mais voilà, t'as un peu ce genre de situation une fois tous les 2-3 ans où une excellente équipe fait un peu un trou d'air à cause des blessures, se retrouve avec un super asset. Et je voulais un peu te poser la question parce que je sais pas si tu te souviens, mais c'est un peu ce dont on discutait l'an dernier quand on faisait un peu le bilan 2023 en disant bon, peut-être que le front office de Memphis a laissé partir des vétérans, donc il y a 2 ans maintenant, tout ce qui était Kyle Anderson, Melton, etc. Et avec ce côté, bon, on drafte bien, on a beaucoup de hipsters de draft dans notre front office, on arrive à choper tous les joueurs intéressants, mais au final, on a vu que le bilan de 2023, c'est bon, c'est sympa tous ces jeunes, mais c'est quand même un peu jeune, quoi. C'est un peu jeune, et donc c'est un peu le mauvais penchant. Donc, à quel point est-ce que là, on va pas avoir ce raisonnement comme dit est-ce qu'on fait encore une fois, on draft un jeune et ok, ça peut faire une rentabilité géniale, mais ça va peut-être pas nous aider de suite, ou alors est-ce qu'on l'utilise dans un échange pour un très bon role player, quoi. C'est un peu le dilemme philosophique, on va dire. C'est ça. C'est exactement le dilemme, en plus du côté financier. Après, il faut se dire que Memphis a quand même récupéré l'année dernière un joueur en la personne de J.J. Jackson, donc on parlera certainement après, qui peut faire office de tour de draft, hein, clairement, de nouveaux jeunes à intégrer dans le projet, et à aussi récupérer des role players à développer qui ont, comme Vince Williams Jr., qui s'est très bien développé cette saison. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'au niveau des jeunes, on est bon, même si, en fait, Memphis aujourd'hui ne peut plus se permettre de regarder uniquement par son prisme par rapport au projet qui se monte à côté. Parce qu'en fait, si tu vas récupérer potentiellement un joueur moyen, quand tu regardes ceux qui se construisent, parce que les équipes qui sont, entre guillemets, même tu vois, quand on prend uniquement la division de Memphis, donc la division de Memphis, ça va être la division Southwest. Quand tu vois, par exemple, il y a les Spurs qui ont Wembanyama et qui ont pas mal de pics aussi pour pouvoir construire un effectif cohérent autour de lui, ils ont récupéré 2 pics à cette draft. Enfin, dans le top 10 à cette draft. Quand tu vois, par exemple, Houston, qui, eux, ont déjà un bon noyau de jeunes, ont commencé à rajouter des vétérans. Ils ont des extra picks des Nets, et en plus, ils sont montés aussi à la loterie. Ouais. Donc, cette année, ils ont un pick top 4. Donc, il y a déjà ces 2 équipes-là.
Tu vas prendre aussi l'équipe de Dallas qui est littéralement en finale NBA, hein, qui est championne. Hein. Au moment où on parle, ils sont champions. qui est en finale NBA. Et tu as les Pelicans. Les Pelicans qui font leur meilleure saison chiffrée depuis le début de leur reconstruction, qui ont énormément de pics, qui ont quelques problématiques, mais qui ont aussi énormément de pics, et qui ont Zion Williamson, et qui ont aussi pas mal de jeunes joueurs à potentiel à développer dans l'effectif. Donc globalement, si tu regardes ton projet par ton seul prisme, et tu vois, je parle même pas d'OKC. Donc si tu regardes ton projet uniquement par ton seul prisme, peut-être que la meilleure version de ce que tu vas pouvoir construire avec les éléments que tu as déjà en place n'est pas assez bonne pour aller en compétition avec les autres projets. Petit rajout au montage au mois de juillet et non pas début juin. Donc en effet, Memphis a tenté de l'échanger, ils n'y sont pas arrivés et donc ils ont pris le meilleur joueur disponible selon eux qui a été Zach Edey. Oui, et puis c'est un peu pour moi un peu comme OKC entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, cette équipe de jeunes, maintenant ils sont un peu plus vieux qu'OKC, hein, on est d'accord, oui. Mais une équipe de jeunes et ça fait 1 an, 18 mois, 2 ans qu'on se dit allez, il faut quand même faire le gros coup maintenant. Il faut faire, alors il y a eu Smart, mais est-ce que peut-être on attend un peu un coup de plus pour justement encore plus de compétences et pas juste être une équipe de jeunes sympa, mais voilà, si tu veux être contender et aller au bout, c'est un peu ça quoi. T'as besoin de faire, alors il est plus dispo, mais d'aller chercher un Anunoby ou un mec comme ça quoi. Donc peut-être que ce pic pourrait servir aussi là-dessus. Donc on verra bien. Mais voilà, on est d'accord. Notre première stat du jour, elle est commune, elle est saison un peu à jeter à la poubelle, en tout cas d'un point de vue compétitivité, et c'était pas vraiment de la faute de personne en fait, hein. C'est juste les blessures et cette hécatombe de blessures tout en même temps. Donc ok. On peut avancer si tu veux bien. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024 ? Alors, ma deuxième stat du jour, ça va concerner quelqu'un dont on parle pas beaucoup. On va parler de Taylor Jenkins. Ah. La stat, c'est 206. Ouais. 206, c'est le nombre de victoires de Taylor Jenkins depuis qu'il a pris les rênes de la franchise. Il est déjà deuxième coach plus victorieux de l'histoire de la franchise. C'est vrai. Avec le deuxième nombre de matchs coachés pour sa 4e saison. Et c'est aujourd'hui, en NBA, le 5e plus long coach en termes d'activité, puisque devant lui, on a uniquement Popovich, Kerr, Spoelstra et Malone. Ah ouais. C'est quoi ? Il arrive 2019, non ? C'est ça ? Pour la saison 2020 ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Il arrive à l'été 2000, entre 2019 et 2020, quoi. Il commence la saison 2019-2020 où Ja Morant rookie, quoi. Et alors, est-ce que premier, c'est notre ami Lionel Jenkins Lionel Hollins, pardon. Lionel Hollins, c'est bien lui. L'homme qui s'est fait virer alors qu'il était coach de l'année ou pas loin, non ? C'est un truc comme ça, non ? C'est ça, pas loin. C'est lui qui il a totalement redressé la franchise, mais Chris Wallace, à l'époque, ne voulait pas le payer. Oui. Donc, je me souviens. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, pour moi, pourquoi c'est important pour moi de parler de Taylor Jenkins, c'est que je pense que il a évité beaucoup de choses par rapport aux blessures. Alors oui, il y a eu des choses cette saison qu'il a bien fait. Il y a eu des points positifs, hein, notamment pour lui, notamment au fait que l'équipe a réussi à se maintenir d'un point de vue défensif. Généralement, la plupart du temps, on dit que la patte du coach est aussi au niveau défensif, hein, pour le niveau d'engagement. Quand tu as autant de joueurs qui passent dans ton effectif, bah c'est facile en fait que c'est vite. La saison peut vite dérailler. Oui. Quand tu as autant de joueurs qui passent dans l'effectif, et là on sent qu'il y a une certaine rigueur. Tu peux avoir un niveau d'effort inégal, tu veux dire parfois. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, qu'il y a une certaine rigueur défensive, et là où l'équipe a fini aux portes du top 10 en défense, donc c'est plutôt assez cohérent avec. C'est tout à son crédit, hein, de pas avoir perdu le vestiaire. C'est quelque chose qui aurait pu y arriver, ne pas avoir perdu le vestiaire. Et pourquoi je le mentionne lui ? Parce que la saison prochaine pour moi sera la saison de la pression. Puisque quand tu regardes les coachs qui sont au-dessus, qui n'ont pas encore été virés, sont un peu il y en a qui ont gagné, ou du moins on peut pas leur reprocher grand chose. Et il a commencé son interview de fin de saison en disant I don't take this job for granted. Ça veut dire que je pense que lui, il sent qu'il va commencer à avoir de la pression au moins la saison prochaine,
et qui pourrait, si jamais la saison ne se déroule pas très bien d'un point de vue bilan, céder sa place à quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, parce qu'il y a un peu ce truc de... Bon, voilà, on peut pas trop le juger sur cette année ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, l'effectif est pas compétitif du tout. Mais c'est vrai que peut-être, ça fait un moment qu'il est là, il a fait de très bonnes choses, je trouve. Mais en effet, c'est un peu, voilà, comme toutes les équipes de jeunes, peut-être qu'au bout d'un moment, on passe de l'équipe, le côté surprise et l'émerveillement à, bon, maintenant, il y a des attentes, quoi. Donc c'est peut-être un peu ça qui va se jouer pour l'an prochain. Et je pense pas que Jenkins, mais un peu tout Memphis, quoi. Parce que là, on a compris. Là, les jeunes sympathiques, c'est bien. Mais là, je pense que les gens commencent à se dire, allez, maintenant, il faut faire des playoffs, etc., quoi. Donc je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça, en tout cas, de facto. Mais après, globalement, qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, de ce coach-là, par rapport à tout ce qu'il a fait, sur le côté développement de joueurs, et le style de jeu offensif, la tactique, etc. On est quand même plutôt sur un coach de très bon calibre, je trouve, non? Je trouve qu'on est globalement sur un coach de bon calibre. C'est quelqu'un qui a bien réussi à mettre en place ses préceptes, même si offensivement, il y a certaines problématiques, je pense, qui sont un peu inhérentes à la construction de l'effectif. Sur les points faibles, je trouve que alors, il est très fort, par exemple, sur la notion de challenge. Je crois qu'il a un des meilleurs pourcentages pas de victoire, mais de réussite, entre guillemets, sur les challenges. Mais c'est aussi, tu vois, un peu comme c'est le scénario Tyus Jones, où il prend des challenges qui sont quasiment... Enfin, il va pas tenter les challenges à grosse valeur ajoutée. T'as l'impression des fois, il tente des challenges juste parce qu'il sait qu'il va le gagner, quoi. C'est le Chris Paul des challenges, en fait, tu nous dis, quoi. C'est ça. Et après, je trouve que cette saison, au niveau de la rotation, de la gestion des minutes, il y a eu pas mal de choses pour moi qui sont critiquables, notamment la gestion des fautes de Jaren Jackson Jr. par exemple. Alors oui, Jaren Jackson Jr. fait beaucoup de fautes, mais en fait, quand tu essaies de gagner un match et que au milieu, tu es en contact avec l'équipe et qui prend sa 4e faute ou sa 5e faute dans le 4e quart-temps, ben, si tu le mets sur le rebond, si tu le mets sur le banc pour le remplacer par Santi Aldama et qui revient 2 minutes après, ben t'es plus à -5, t'es à -15. Ouais. À quoi bon le réserver pour... Ok, il sera pas fouled out, mais toi, tu auras quand même perdu le match. Donc, je trouve que, et en plus, ça, c'est quelque chose qu'on voyait essentiellement avec Jaren Jackson Jr., pardon, mais il a commencé à faire ça aussi pour des joueurs de rotation. Que ton backup prenne 3 fautes dans le premier quart-temps, c'est pas grave. C'est un backup. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a un peu toujours cette légende, en tout cas ce truc dont on a toujours fait comme ça, quoi. Mais effectivement, il y a un peu ce truc aussi où je pense que maintenant, moi je pense que c'est un très bon coach au moins de saison régulière, on va dire, entre guillemets, mais je dis pas ça de manière péjorative, je pense que c'est un très bon coach tout court qu'on a vu pour l'instant en saison régulière. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'on en connaît un coucou de Rivers, des bons coachs de saison, mais en fait ce qui compte après c'est l'aspect d'ajustement et de à quel point est-ce que tu es capable d'apporter des réponses aussi en play-off. On sait que certains le font de suite. Moi, j'aime bien Darvin Ham pour ça, parce qu'il avait été génial là-dessus. Il y en a qui traînent un peu, il y en a qui le font jamais. Coucou Doc Rivers, donc. Mais voilà, pour moi, c'est un peu la clé aussi. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu encore. Ou en tout cas, quand on l'a vu, il a été limité. En 2022, qu'est-ce que tu peux faire quand ton meilleur joueur se blesse, quoi? C'est un peu... On peut pas lui mettre ça sur le dos, quoi. Et puis, il prend du temps, un peu plus de temps à s'ajuster. Après, ça dépend, parce que tu vois, quand la série de playoffs, par exemple, contre les Wolves, au final, tu vois, Steven Adams, qui est un élément très important de l'équipe, il le sort après un match. Littéralement, il joue un match, après il joue plus de la série contre Minnesota, il s'ajuste très vite en faisant Brandon Clark et Xavier Tillman reprendre ses minutes. Et ensuite, on n'a plus vu littéralement Adams en playoff. Mais c'est vrai que, par exemple, notamment la saison dernière, on demandait un petit peu plus de Luke Kennard avec Ja Morant et Desmond Bane, chose qu'on n'a pas vu essentiellement parce que il y avait la problématique défensive, puisque faut pas se leurrer, Taylor Jenkins, c'est avant tout un coach qui met en place des préceptes défensifs et l'attaque vient entre guillemets en second plan, qui lui se base vraiment sur la notion d'équilibre défense-attaque plutôt qu'attaque-défense. Et c'est vrai que parfois sa frilosité au niveau défensif et le fait c'est un coach qui attend vraiment la dernière minute pour prendre des risques dans son coaching. Là où on a d'autres coachs qui vont tenter des coups de poker beaucoup plus tôt, quitte à se découvrir.
Ouais, c'est un peu le compromis défensif, il aime pas trop, quoi. Donc, effectivement, aligné à la fois Ja Morant, Luke Kennard et Desmond Bane, donc ça, il lui fait que s'il doit, quoi, que s'il doit le faire. Mais alors oui, tu sais de quel coaching tree il sort, Jenkins. Il sort donc de Budenholzer. Et est-ce que tu saurais me citer le coaching staff des Hawks de Budenholzer en 2014 du coup? Il y a que des gros noms. Tu connais ou pas? Il y avait Atkinson, exactement, Budenholzer, qui était le coach. Il y avait Jenkins, Ham. Il y avait Darvin Ham, effectivement. Moi je tiens haute estime, donc pour moi c'est un coaching staff impressionnant. Je crois qu'il y avait Charles Lee. Il n'y avait pas Charles Lee, mais il y avait Quinn Snyder aussi. Voilà. Ah oui, il y avait Snyder, je l'ai oublié, ouais. Donc ça faisait quand même un sacré coaching staff à l'époque. Il y a la photo où tu les vois. Il y a la photo où tu les vois. C'est incroyable cette photo. Hein. Quand tu reviens quelques années plus tard, c'est incroyable. Ouais, parce que ça tous c'était plutôt des bons coachs, quoi, voire même très bons. Donc c'était assez cool. Alors il y a aussi un dénommé Jim Thomas qu'on connaît moins, qui est peut-être le seul, donc qui d'ailleurs n'est plus assistant depuis. Bref, donc voilà pour Tyler Jenkins. Sauf si tu as de choses à rajouter, tu me dis. Sinon, je peux enchaîner d'ailleurs, prenons celle-ci. Ma deuxième stat du jour, je vais dire 13, puisque 13, c'est le 13e défense de NBA. Memphis a été la 13e défense de NBA. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu le truc qui s'est maintenu par rapport à ce qu'on a expliqué, les blessures, etc. et le fait qu'on ne pouvait pas être compétitif. En l'occurrence, donc, ils l'ont été en défense compétitif. Au niveau de l'attaque, 30e attaque de NBA sur 30. Bon, au niveau de l'attaque de pick and roll notamment, 30e sur 30 également, avec 0,80 points par possession sur pick and roll. C'est quand même très mauvais. Si on continue un peu sur les four factors, donc l'IFG, donc l'adresse au tir, 29e sur 30, les turnovers, 29e sur 30, le pourcentage à 3 points, 28e de NBA, et au niveau du panier, 29e. Mais donc ça, c'est l'attaque. Mais la défense, mine de rien, 13e défense de NBA et même 12e au niveau de la défense de demi-terrain. Ils ont été un peu plus mauvais en transition, hein, même assez nuls en transition. Ils concèdent beaucoup de contre-attaques cette année. Et même au niveau du profil de tir, ils autorisent beaucoup de tirs au panier, mine de rien. Donc en termes de fréquence autorisée au panier, mauvais. Mais par contre, ils défendent très bien les tirs une fois que les tirs sont pris au niveau du panier. Donc ça, c'est aussi l'apport de Jaren Jackson Jr., qui est le seul qui est un peu resté sur pied cette saison, qui, je pense, en termes de vision des fans et du grand public, ces gens, il a fait une saison de défenseur de l'année, mais cette année, il a été moins bon parce que l'équipe collectivement a été moins bonne. En l'occurrence, je trouve que, c'est parfois, on fait un peu ce raccourci entre le résultat collectif et niveau individuel, alors que là, mine de rien, Jaren Jackson, défensivement, a été plutôt pas mal encore, hein, je trouve. Solide, oui. Bah ouais, il n'a pas le côté dissuasion, et même s'il l'avait, je pense qu'il y a aussi, pourquoi est-ce que Memphis concédait autant de tirs, c'est parce que, voilà, quand tu as des premières lignes aussi poreuses, il ne peut pas tout dissuader, quoi, non plus Jaren Jackson, et en plus, c'est pas non plus un Rudy Gobert, donc voilà, mine de rien, la défense qui a très bien tenu, et puis, petite stat un peu marrante, pour développer sur la défense de Jaren Jackson, si on regarde les WOI, tu sais, donc les with or without you, c'est un peu marrant parce que avec lui, avec lui, le defensive rating est à 116, donc c'est assez mauvais, hein, 116. Ouais, c'est très mais haut. sans lui, ça passe à 113. Donc là, tu te dis, mais attends, je comprends pas. Comment ça se fait que le defensive rating soit meilleur, que la défense soit meilleure sans lui? Et en fait, c'est un peu une anomalie. Une anomalie cette saison, c'est que quand il est pas sur le terrain, quand il était sur le terrain, les adversaires ont shooté à 39% à 3 points. Oui. Et ça, c'est un truc que lui ne peut pas maîtriser, hein, quand il est sous le panier ou quand il est sur une aile et qu'il y a un tir qui est pris dans le corner et que ça rentre avec... il y a ce côté un peu aléatoire de 39%, c'est bien au-deçà de la moyenne, ce qui fait que les chiffres ont été un peu gonflés à cause de ça. Mais voilà, si on regarde des chiffres un peu plus ciblés sur lui, individualisés sur lui, on est encore à une perte d'efficacité au panier qui est infligée à toujours moins 8% de perte d'efficacité infligée au panier, c'est toujours élite. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, c'est vrai que l'attaque était pas là, mais mine de rien, la défense, pas mal, quoi. Ouais, la défense qui a bien tenu. Après, c'est vrai que le personnel qui a été déployé cette saison par Taylor Jenkins, et aussi les joueurs qu'ils ont ramenés aussi dans l'effectif étaient globalement plus longs. C'est-à-dire que les joueurs petits qui étaient blessés étaient remplacés globalement par des joueurs longs. Ouais. Donc, je trouve que ça a aussi joué aussi dans la capacité de l'équipe à pouvoir prévenir parfois certaines rêves ou surtout à être réactive quand un joueur était passé. Plus facile entre guillemets, tu es plus dissuasif quand tu es long et tu as de longs bras une fois que le premier rideau est passé que si par exemple on voit Luke Kennard en rumeur sous le cercle, quoi. Ouais. Non mais effectivement, mais
c'est pas tous les jours non plus qu'on voit un effectif, une équipe aussi mauvaise au global être pourtant compétitive en défense. Donc mine de rien à noter. Et je sais pas toi ce que t'en penses du coup de sa saison défensive. Peut-être on reparlera de l'attaque plus tard, mais défensivement, qu'est-ce que t'en as pensé de Jaren Jackson? On est d'accord que le narratif un peu, l'an dernier il était deep boy et cette année il est nul parce que Memphis est nul. C'est un peu faux quand même, non? C'est ça. C'est-à-dire que sa saison de cette année n'est pas au niveau d'une saison de la saison dernière, même si je trouve, en tout cas au niveau du playmaking, mais je trouve que dans l'impact, il a toujours été aussi bon. Les équipes ne le ciblaient pas cette saison. Il a eu plus de diversité en défense où il n'était pas uniquement contenu au rôle de roamer, puisqu'il y a eu pas mal de matchs où il a dû jouer en tant que pivot et que c'est lui qui s'occupait du poste du pivot et du coup il y avait moins cette notion de roamer, donc ce qui peut aussi entre guillemets en partie expliquer la baisse de ses statistiques au niveau défensif sur la production, en tout cas les choses qui arrivent, par exemple tout ce qui est stocks quoi. Mais après globalement je l'ai trouvé un petit peu moins bon au rebond cette saison défensivement. Alors peut-être parce que aussi il y avait une plus grosse charge offensive, on va peut-être en parler après, une plus grosse charge offensive, un petit peu moins bon au rebond. Au niveau des fautes, légère progression pour moi, même si encore une fois il se fait un peu prendre par la patrouille, c'est un peu les fautes bêtes, tu vois, la Karl Anthony Towns, des choses comme ça, notamment avec pas mal de fautes offensives, puisque voilà, Jaren Jackson Jr. offensivement, c'est un joueur qui fait un peu de bully ball et qui se fait souvent piéger, qui prend des fautes, qui va prendre des fautes, mais qui va prendre aussi pas mal de fautes offensives, soit sur des drives, soit sur une extension de bras, soit en rentrant dans le corps du défenseur ou en déclenchant, en levant les bras, en donnant un coup de coude quand il va déclencher près du cercle, puisqu'il a beaucoup de jeux de 1 contre 1. Donc, c'est vrai que au niveau des fautes, il y a des choses qui sont encore évitables. Il est encore à parfaire, mais j'ai bon espoir qu'on puisse voir dès la saison prochaine, quelqu'un à peu près 32-33 minutes de temps de jeu. Oui, et puis en plus, comme dit, 13e défense de NBA, 12e sur demi-terrain, avec 20 matchs de Marcus Smart, qui était censé aussi être un énorme atout, et avec 0 match de Steven Adams, qui était aussi le bon partenaire notamment du rebond, parce que tu dis il a été décevant au rebond. En effet, mais il a jamais été génial au rebond non plus. C'est un peu la faiblesse. Et c'est là-dessus où Adams était pas mal pour l'aider. Donc ça fait c'est pas mal quand même quoi. Tu sais, c'est un peu toujours on aime bien voir le deep boy, c'est le meilleur défenseur de la meilleure défense. Je caricature un peu. Mais parfois, ben voilà, tu vois, un Jaren Jackson dans cet effectif ou un Bam Adebayo dans une équipe de Miami moyenne, quand il a fait passer de mauvaise à dans la moyenne, ben c'est pareil que quelqu'un qui fait passer une bonne défense à très bonne avec son impact quoi. Ou Draymond Green, pareil. Finalement, faire passer une défense de quand t'es pas sur le terrain 30e à quand t'es sur le terrain 15e, est-ce que ça c'est pas autant de valeur ou aussi impressionnant quand on mesure la valeur, c'est pas pareil ou similaire en tout cas qu'un mec qui le fait passer d'une bonne défense sans lui de 7e à premier quoi. Donc c'est un peu tout le débat. Mais on a toujours du mal à démêler, mais parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Il n'y a pas de chiffres précis. Écoutez un podcast de 3 heures sur Wembanyama, vous verrez qu'on ne peut pas arriver à des conclusions précises. Mais voilà, j'espère effectivement que l'an prochain on verra de nouveau une bonne équipe de Memphis autour de lui parce qu'il est quand même bon en défense quoi. Moi je sais que je l'aime beaucoup. Mais donc voilà, je peux te lancer. Alors, quelle est ta 3e stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024 ? Alors, ma 3e stat, c'est 9. Bon, tu sais absolument à quoi ça correspond. Hein. Le nombre de titres de Memphis. Non, pardon. Non, c'est le nombre de matchs joués par Ja Morant. Voilà, 9 matchs, oui. Comme tu l'as mentionné. Alors, 9 matchs avec des matchs vraiment de très bonne facture. Hein. Vous en avez parlé, il me semble que c'était avec Azad, puisque Azad lui avait fait un focus dans un des hebdos du lundi, ouais. L'hebdo tactu. Les tactu du lundi. Où Ja Morant qui est revenu littéralement pied au plancher. Alors il a été rassurant de ce côté-là où on s'est rendu compte que c'était toujours un bon joueur de basket, hein, parce que les gens ont peut-être oublié que Ja Morant, alors il a ses problématiques, notamment sur la notion du tir de loin et du jeu sans ballon, et parfois sur le côté défensif. Mais c'est vrai que cette année, j'ai trouvé un Ja Morant plutôt solide. Offensivement, beaucoup plus en contrôle, notamment dans la raquette, où on voyait un Ja Morant qui finissait souvent sous le panier,
c'est-à-dire, littéralement en dessous de la ligne de touche, là où cette année, alors il y a eu un petit peu plus de finish comme ça, mais on a eu pas mal de finish où il finit un petit peu à reculons par rapport au panier. Donc il y a un petit peu plus de contrôle, je trouve, dans ses capacités à aller au cercle, quoi. Et c'est pas uniquement j'utilise le maximum de ma vitesse et de mon envergure pour pouvoir déclencher des tirs. Je peux aussi faire un peu des mouvements en contrôle, un peu comme à la Jalen Brunson ou à la Shai Gilgeous-Alexander. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra surveiller l'année prochaine, notamment sur sa capacité à encore punir un petit peu plus sur le short, la zone short mid, en plus de punir au niveau du cercle. Et là où on a vu vraiment l'absence de Jamorant, tu as parlé de l'attaque de Memphis tout à l'heure. Cette année, Memphis, 30e au point dans la raquette, 8e l'an dernier, 10e en 2022, 5e en 2021. 27e cette saison sur l'adresse en fin de drive. 30e sur les points génériques en contre-attaque. Ouais. L'an dernier, 2e. En fait, 2022, premier. 2021, premier. Points générés dans la raquette cette saison, 30e. L'an dernier, premier. 2022, premier. 2021, premier. Et la fréquence de transition jouée, donc 3% de plus que la moyenne, en moyenne sur les saisons avant Jamorant, ou du moins les saisons avant cette année, pardon. Et là, ils sont légèrement en dessous de la moyenne. Donc, être en dessous de la moyenne pour Memphis, c'est gravissime puisque tu te prives d'une grosse partie de tirs rémunérateurs. Et quand tu regardes la fréquence de transition, 2021, 3e, 2022, premier, 2023, premier, 2024, 20e. Ouais. Donc finalement, il est quand même pas si mal, ce joueur. C'est juste qu'il y a peut-être des petits problèmes hors terrain. Mais c'est vrai que quand il est là, il est quand même génial, quoi. Donc c'est un peu tout le... Voilà, je crois que j'ai cité aussi tout à l'heure, mais sur pick and roll, en termes de points par position sur pick and roll, 0,80. Voilà, oui. C'est famélique, hein. C'est vraiment. Alors, il y a aussi le fait que il n'y a pas forcément de porteur de balle secondaire de très haut niveau côté Memphis. On a des joueurs sympas, mais pas de. Voilà, c'est pas genre, je sais pas moi, tu vas à Dallas, il y a Doncic qui est blessé, bon, il y a Irving, quoi. Il n'y a pas trop ça à Memphis, ce qui fait que, en effet, quand il est pas là, 0,80 points par possession sur du pick and roll, pour vous dire. La moyenne NBA, elle est plus haute que ça, quoi. Et la moyenne NBA en attaque, hein, par exemple, c'est 1,15, 1,16 cette année. Oui. Pas sur pick and roll, mais en général. Donc, mais donc, quand sur pick and roll, t'es à peine capable de générer 0,80, c'est quand même pas très bon. Et ce qui fait que, à mon avis, c'est aussi pour ça que le projet ne peut pas marcher sans lui. C'est que c'est un peu non seulement la première étincelle, mais en fait le créateur de cette équipe. Et il y a un peu de jeu secondaire sans lui, avec des sorties d'écran de Desmond Bane ou des trucs un peu sympathiques. Mais c'est vraiment c'est gadget, quoi, comparé à ce que l'attaque Jamorant et la création de décalage de Jamorant et son drive peut faire et doit faire. Sa capacité notamment à pouvoir toucher la raquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans Jamorant, la meilleure façon pour Memphis de toucher la raquette, c'était d'essayer de faire une entry-pass pour Jaren Jackson Jr., qui allait jouer un post-up avec, par exemple, comment il s'appelle, Luke Kennard, One Pass Away, où là, on lui laisse l'espace pour pouvoir toucher la raquette. C'était la façon de Memphis pour pouvoir générer des tirs à peu près rémunérateurs dans la raquette, en l'absence de Desmond Bane et un peu de Marcus Smart. Avec Jamorant, tu n'as pas ça. Et notamment, tu vois, les matchs qui ont été joués face à New Orleans, il y avait Herb Jones en face de lui, il touchait la raquette. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a vu, par exemple, dans la série de playoffs entre OKC et les Pelicans. Les Pelicans, sans Zion, c'était à peu près la même chose, oui. Où leur meilleure façon de toucher la raquette pour générer quelque chose, c'était d'essayer d'envoyer une entry-pass pour Valanciunas. Ouais. Ah oui, non, mais effectivement, pourquoi est-ce que c'est aussi important ? C'est parce que quand tu arrives à faire un drive plein milieu du terrain, c'est là où tu provoques le plus de rotation et d'aides qui viennent. Et donc, c'est là comme ça que tu casses en général une défense, quoi. C'est quand tu arrives à provoquer ces rotations, ensuite à faire un kick-out, etc. Ou alors, de toute façon, si tu arrives à toucher la raquette sur un drive, enfin, à aller dans la raquette avec le ballon, c'est que tu es proche du panier. Tu es aussi une menace là-dessus. Bref, on voit toute cette importance de, le créateur de décalage, on l'apprend pas, mais effectivement, sans lui c'est un peu mauvais. Alors, est-ce que la solution, vu ces problèmes hors terrain, ce serait pas de développer une attaque avec beaucoup de pistol action, du coup, Tom ?
Peut-être, hein, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais écoute, potentiellement, on pourrait le faire avec Luke Kennard et Desmond Bane. Peut-être qu'ils sont peut-être plus adroits, même s'ils montrent moins les pistoles que Ja Morant pour le coup. Bref, pardon, private joke parce que Pistol Action, pour ceux qui connaissent pas la tactique, c'est le nom d'un système. Pistol. Bref, donc oui, voilà pour Ja Morant qui a fait un passage éclair cette saison. À peine le temps de voir qu'il était bon et puis ensuite il a disparu. C'est vrai que cet enchaînement entre la suspension et puis d'un coup il revient et en fait non, blessé toute la saison, c'était un peu c'est vraiment dommage, hein, vraiment dommage. Où est-ce que je vais partir moi pour ma troisième stat du jour? Tiens, je vais aller sur celle-là et je peux te lancer du coup. 0,95 c'est le ratio assist percentage par usage percentage de notre ami Desmond Bane. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux ratio qu'on appelle, j'aime bien appeler le ratio de playmaking, c'est juste, on prend le nombre d'assists et on le divise par le nombre de ballons, hein, grosso modo, c'est à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons, et il se trouve que c'est son plus haut score en carrière. Ce ratio, on s'approche du 1, qui est un ratio plutôt équilibré, alors que d'habitude, les scoreurs un peu unidimensionnels qui font peu de passes sont autour des, je sais pas moi, 0,30, 40, 50, 60. Oui. Donc voilà, bref, le chiffre, on s'en fiche. Tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on a vu aussi un Desmond Bane plus créateur et plus playmaker. Je sais pas ce que t'en penses de cette année. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a énormément progressé. Globalement, je pense que c'est la plus grosse progression, franchement, qui m'est donné de voir à Memphis. Quand tu vois le joueur que c'était en début. On rappelle que Desmond Bane, il est arrivé dans la ligue, c'était un joueur de catch and shoot. C'est littéralement un joueur de catch and shoot. Et même quand tu regardes sa participation au jeu, c'était essentiellement un finisseur d'action. Et là, depuis 2 saisons, et encore plus cette saison, c'est devenu littéralement un créateur solide. Un créateur solide qui a gardé sa menace, entre guillemets, au scoring, qui y a la diversité avec notamment du pull-up à 3 points et pas uniquement du catch and shoot. Et même au niveau du playmaking, c'est quelqu'un qui arrive à dribbler, qui s'est développé au niveau des drives, qui a littéralement explosé son nombre de drives par match. Et au niveau du playmaking, tu as parlé de l'assist usage, au niveau de l'assist percentage, lors de ça, c'est saison rookie, 10%, saison sophomore, 13%, saison dernière, 20%, et la saison qui vient de s'écouler, 27%, littéralement. Au niveau de sa capacité à générer du playmaking dans l'équipe. Alors oui, il n'y avait pas Marcus Smart, il n'y avait pas Ja Morant cette saison. Le joueur, il a joué pas mal de minutes, avec Jacob Gilyard. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans le podcast. Tu viens de l'inventer le nom là, c'est pas possible. Non, pas du tout, pas du tout. On parle d'un joueur qui a très peu de Jacob Gilyard, hein, en plus de 600 minutes, qui n'a shooté que 2 lancers francs en tant que meneur de jeu. Ah oui. Voilà, donc tu parlais de la capacité à toucher la raquette. Bon, voilà, on y est. Mais voilà, globalement par rapport à Desmond Bane. C'est le DeAndre Ayton des meneurs, ça. C'est ça. Ah, incroyable, DeAndre Ayton des meneurs. Ouais, pourquoi pas. Mais globalement, par rapport à Desmond Bane, voilà, une évolution globale en tant que playmaker. On se souvient, tu vois, quand on avait fait les Baby Grizzlies, on parlait plutôt d'un profil à la Klay Thompson. Là, c'est plus Klay Thompson du tout. Hein. Oui. Là, on va vers Duncan Robinson plutôt, qui lui aussi. Mais c'est ça que je trouve bien, c'est que j'ai bien aimé cette année, c'est que tu vois, il n'y a pas que les chiffres, parce que effectivement, l'assist percentage, c'est une stat un peu imparfaite, parce que c'est juste le nombre de passes qui vient du joueur quand il est sur le terrain. Mais bon, quand tu joues pas avec un Smart ou avec un Ja Morant, forcément que quand il y a une passe qui survient sur le terrain, elle a plus de chances de venir de Desmond Bane qu'un autre. Mais pour moi, c'est pas que stat tout ça, parce que quand on regarde les matchs, on voit aussi, tu vois, je l'ai vu sortir des passes que je pense pas qu'il était capable de faire. Alors, par exemple des passes vers le corner opposé ou des trucs comme ça, assez impressionnantes, la skip passe vers le corner opposé ou ce genre de choses. Bon, faut dire aussi que plus on avance dans le temps, plus il y a de spacing, plus cette passe n'est plus réservée aux superstars. Donc c'est pas comme il y a 10 ans où voilà, la passe vers le corner opposé, c'était LeBron, John Wall et James Harden et puis c'est tout. Mais tout de même quoi, c'est une capacité de lire le jeu, de faire la passe qui, je trouve, c'est beaucoup amélioré. On ne le voyait pas faire ce genre de passe avant. Je pense qu'il a aussi été mis un peu plus au révélateur en fait, un peu comme Jaren Jackson où bon voilà, t'as plein de blessés. Vas-y, force un peu, c'est pas grave, on va essayer de développer ça, même s'il y a du déchet. C'est un peu l'idée, et je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça du déchet par rapport à ça, par rapport à son passing. Lui, il a plus tenté, mais sans faire beaucoup plus de turnover, donc c'est vraiment des qualités de passeur qui se sont bien améliorées, je trouve. Et là où c'est intéressant, c'est que c'était un créateur de jeu un peu indirect. C'est-à-dire que c'était pas un créateur de jeu avec balle en main, pick and roll, ce genre de choses,
ok, donc c'était plutôt création de jeu et de décalage par son shoot en fait. Hein. Et là où ça vient un peu, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est plus que ça je trouve, c'est que quand tu as cette menace off-ball avec ce jeu en sortie d'écran, quand tu rajoutes du passing, ça permet d'exploiter en fait cette création de jeu. C'est pour ça que je parlais de Duncan Robinson qui a ajouté ça aussi récemment, qui a toujours été lui aussi Robinson un shooter d'élite en sortie d'écran, mais qui depuis un an et demi, 2 ans là, rajoute le passing. Et donc quand tu as deux mecs qui viennent sur toi sur l'écran, il peut faire la passe et la bonne lecture. Oui. Et effectivement c'est un step de plus qui est important, parce que si Desmond Bane n'est pas juste un mec qui peut courir à travers les écrans et avoir ce shoot d'élite, si en plus il a le passing pour faire le bon renversement de jeu, la bonne lecture, ouais, on peut avoir un créateur de très intéressant, quoi. Ouais. Littéralement, c'est vraiment un très bon créateur secondaire, hein, ce qui donne encore plus envie de le revoir dans un contexte avec Ja Morant, hein, puisque les matchs qu'il a pu disputer avec Ja Morant font partie de ces matchs où il a été des plus efficaces, puisque en plus il garde quand même ce niveau de menace et de respectabilité sans le ballon, et quand il a, comme tu dis, il est capable de prendre des décisions et puis d'exploiter les décalages, pas uniquement pour scorer, contrairement à Jaren Jackson Jr. qui lui exploite les décalages uniquement en scorant pour lui. Desmond Bane, notamment, il peut amplifier les décalages, mais il peut aussi exploiter les décalages pour faire l'extra passe ou générer de l'attaque solide. Et en plus, il a progressé cette saison, notamment au niveau de ses finitions. On en avait parlé, je crois, c'est l'an dernier, qu'il avait des difficultés à finir. Donc, globalement, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup progressé, et c'est de bon augure pour la saison prochaine, puisque aujourd'hui, c'est un joueur qui... Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une progression linéaire. Je sais pas si on peut appeler ça une progression linéaire. Non, et puis c'est un élément, encore une fois, assez important, parce que, tu vois, ce shoot d'élite fait que t'es une menace en sortie d'écran. Oui. Mais si, en play-off et face à une défense d'élite, etc., les mecs, ils mettent deux sur le ballon, et que du coup, il n'y a plus le tir, c'est sympa, t'as créé un décalage, mais si t'as pas le passing pour l'exploiter, c'est quand même moins bien, quoi. Alors que là, s'il a le passing, les fois où il faudra faire la bonne lecture et aller chercher ce décalage et l'exploiter, surtout, il pourra le faire, et donc ça change absolument tout, parce que ça part de... si t'as pas le passing, c'est juste, j'ai deux mecs sur moi, je sais pas quoi en faire, je garde la balle pendant une seconde, et puis je leur donne, et puis voilà. Si j'ai le passing, j'exploite le décalage, et je vais trouver le rollman, et je vais trouver un écran glissé, je vais trouver le shooter qui est abandonné, etc. Oui. Quoi. Donc ça change beaucoup de choses, quoi. C'est pas juste un peu un petit bonus, ça peut littéralement changer beaucoup de choses, quoi. Donc là-dessus, on est d'accord, et puis même au niveau de la finition aussi au panier, je trouve qu'il s'est aussi amélioré en termes de drive, et je le trouve un peu plus agressif, et de toute façon il a le toucher de balle, parce qu'il a ce toucher de shooter, on le connaît bien, mais là aussi je pense que c'est le fait de rajouter petit à petit un peu plus de dribble et d'aller un peu plus au panier. Ce sera jamais un driver d'élite, mais si on peut grappiller un peu de la valeur là-dessus, on peut faire évoluer ce profil un peu très bon dans ce qu'il fait, mais qui était assez pas unilatéral, mais qui faisait une chose bien et pas plus, à un profil qui est de plus en plus polyvalent, je peux passer un peu, je peux driver, et donc je suis un peu plus une menace polyvalente en sortie d'écran, ou voire même pick and roll, quoi. C'est ça. Sans parler du niveau défensif, où ça reste un joueur solide. Donc c'est quelqu'un qui peut être un joueur très très positif en playoff, quand tu compares, en fait, quand tu mets l'apport en défense plus l'apport en attaque, c'est quelqu'un qui va être positif. Et tu vois, on parlait aussi en fait, le fait que ce soit un joueur qui était un talent dépendant, qui devient de plus en plus un talent indépendant. Ouais. C'est quelqu'un qui est passé pour sa saison rookie de 82% de ses tirs assistés à 48% cette saison. Ouais, effectivement. C'est belle évolution, ça aussi, parce que 48%, c'est loin de ses standards habituels. Hein. Exact. Il était quoi d'habitude? Plutôt 65, je dirais. D'habitude 60 à peu près, 60-65. Ouais, effectivement. Donc 48%, on commence à te dire, ok, tu te crées beaucoup ton tir. Et en même temps, comme dit aussi, je pense qu'il est passé au révélateur cette année. Il n'y avait rien, donc on va le tester, on lui donne plein de ballons. Et pour le coup, lui, il n'y a pas eu tant que ça de retour négatif, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets. L'efficacité s'est maintenue, alors qu'il est beaucoup plus créateur de ses propres tirs. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même plutôt une bonne saison, ce qui ne sera pas forcément le cas de Jaren Jackson. On va en parler peut-être de lui aussi, qui a été passé au révélateur, alors que Bane, l'efficacité est toujours la même, le déchet des pertes de balles toujours le même, mais il est un peu plus créateur pour lui, et il est un peu plus passeur, et donc voilà, c'est vraiment une belle réussite, je trouve, même si on a quand même les déceptions qu'il
il n'a shooté que à 38% cette année, au tir à 3 points. Hein, lui qui est très décevant. Hein. D'habitude, il est autour des 41, 42, 40%. Là, 38, c'est juste très bon, quoi. C'est un peu dommage. Ben, limite, cette saison, on peut lui reprocher le volume, mais comme il était tellement on-ball. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est passé du joueur qui faisait le spacing au joueur qui doit bénéficier du spacing. Et comme il y avait très peu de spacing, bah, du coup, il était obligé de rentrer à l'intérieur de l'arc. C'est ça, ouais. C'est censé être lui le spacing, mais donc il peut pas s'offrir lui-même du spacing, malheureusement. Oui, d'accord. Mais il a déjà prolongé, il me semble. Hein. Il a déjà eu son extension, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est donc, ça. Elle va rentrer en compte cette année ou l'an prochain, non Cette année. Donc, elle a déjà commencé. La draft d'Anthony Edwards. Donc il a été re-signé sur à peu près 192 millions, juste comme ça. C'est ça, donc il était encore cette année 2024, il était à 3 millions, et l'an prochain, il passe à 34, 36, 39, 42, exact. 44. Il passe à 24% du cap. Pourquoi je fais des podcasts, j'aurais dû être basketteur. Au final, c'est que 24% du cap, hein. C'est vrai, oui, parce qu'il y a ça, tu fais bien de le noter, 34 millions, c'est plus que LeBron James quand il signe au Heat à l'époque, mais, mais avec le nouveau CBA, c'est 34 millions, c'est même pas le 34 millions d'il y a encore 2-3 ans, quoi. Donc, c'est ça. Donc effectivement. Mais on arrive aussi, c'est pour ça, hein, on parlait de l'urgence, de faire des trades, de se bouger maintenant, c'est que on a prolongé un peu tout le monde, tous les jeunes de Memphis, le cap va commencer à être blindé, quoi. Oui. Donc c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Mais après, tu vois, le cap est blindé, mais par exemple, ça veut dire que tu as quand même Ja Morant qui est aux alentours de 25-26% du cap. La saison prochaine, Ja Morant, il est à 26% du cap, Desmond Bane, il est à 24% du cap, et Jaren Jackson, il est aux alentours de 17% du cap. Donc, tes 3 meilleurs joueurs, au final, ils représentent un peu moins de 70% du cap. Quand tu regardes d'autres équipes, c'est beaucoup plus élevé, en fait. Donc, ça veut dire que tu peux te permettre de surpayer quelques role-players, mais de surpayer les bons role-players. Oui, effectivement. J'allais dire, Jaren Jackson Jr., c'est un scandale, du coup, à quel point il a été sous-payé. Oui. Il a explosé après, en fait. Bah, c'est les blessures. Là, il avait la problématique de blessure, donc il s'est assuré une partie de l'argent, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'aura aucun mal à avoir son contrat revalorisé la prochaine fois qu'il ira sur le marché. Passons à ta prochaine stat du jour. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024 ? Alors, ma 4e stat du jour, c'est 74. Ouais. 74%, c'est le pourcentage du cap l'année prochaine sur Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart et Luke Kennard pour le backcourt. C'est trop. Alors, pourquoi pour moi c'est une stat importante ? Alors, Luke Kennard, on sait qu'il a une option d'équipe qui peut potentiellement être déclinée. Alors, vous saurez au moment où le podcast sort si elle a été déclinée ou activée ou si Luke Kennard est toujours dans l'effectif. Mais globalement, 74% sur le backcourt, c'est beaucoup trop, sachant que tu as très peu de chances de pouvoir faire... Enfin, le coach ne fait que très rarement jouer 3 de ces 4 joueurs ensemble. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as, notamment par rapport à Luke Kennard, ça pourrait faire moins sens d'avoir quelqu'un qui prend moins de cap et d'avoir plus de cap sur un joueur de front courte plutôt que l'allouer à Luke Kennard, par exemple. Oui, parce que en un sens, Marcus Smart, c'est back courte techniquement, mais je pense qu'il peut totalement jouer. Enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais moi, je pense qu'il peut jouer en tant qu'ailier, entre guillemets. Les line-up avec Marcus Smart, en plus de Bane et Ja Morant, ça me paraît pas fou, mais par contre, c'est vrai que Kennard, ça fait peut-être un peu trop, du coup. Peut-être que l'argent alloué sur lui, si tu avais un ailier de ce calibre avec donc ce salaire, ce serait peut-être un peu mieux en termes de profondeur d'aile, quoi. Exactement. Ouais. Notamment par rapport à la taille, hein, on voit que c'est encore une fois quelque chose de très important. Et même si Luke Kennard est un joueur très important, hein, notamment pour Jaren Jackson, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de permettre à Jaren Jackson Jr. d'avoir des post-up et des isolations. Avec Luke Kennard, one pass away, ça permet d'éviter aussi les aides et d'avoir des aides qui proviennent uniquement du panier là où il est capable de les voir. Puisque si ça, on sait que voilà, Jaren Jackson Jr. il a aussi cette petite problématique de parfois la vision tunnel quand il doit attaquer son mismatch. Donc oui, Luke Kennard, c'est alors en gros globalement chaque joueur prend une bonne partie du cap. C'est juste que l'accumulation fait que il y a des problèmes et des manques à couvrir autre part dans l'effectif et ça fait plus trop sens d'avoir autant de pourcentage de ton cap sur ces 4 joueurs là. Le problème étant que
certes, il y a ce compromis-là, mais en même temps, tu as besoin de ton shoot, quoi. Et c'est peut-être un des seuls shooters de l'effectif, malheureusement. Je crois qu'on en parlait déjà l'an dernier, hein, dans le bilan de 2023, on en parlait, ce problème du spacing. Donc il y a un peu ce truc aussi où, Marcus Smart, lui, il peut jouer, il est viable en défense à côté de Ja Morant. Mais c'est pas lui qui va te faire ton spacing, hein, malgré ce que disent les fans de Boston, comme quoi il est respecté parce qu'il prend des tirs. Mais mais c'est oui, effectivement, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple, et je pense qu'il jouait aussi pour ça. On est d'accord que la piste la plus plausible, c'est que l'équipe active l'option, la team option, pour ensuite l'échanger, non? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la piste la plus plausible. Donc, la team option activée et échange potentiellement à la draft. Ou sinon, la team option soit désactivée pour lui proposer un contrat sur du plus long terme. Mais je trouve pas que ça ferait sens, en fait, pour Luke Kennard de baisser son contrat alors que le salary cap augmente et qu'il y a des équipes qui ont besoin de shooters. Mais en fait, Luke Kennard, par rapport à cette saison, moi, j'ai une problématique avec lui. Alors, je suis désolé de la comparaison, on va être obligé de parler de lui, mais pour moi, c'est le Tobias Harris des shooters. C'est-à-dire que peu importe le personnel à côté de lui, le volume va rester le même parce qu'il y a un manque de diversité. Ouais. Les équipes vont le laisser tirer à 3 points, même si c'est Luke Kennard, parce qu'elles n'ont pas peur du volume. Et quand tu regardes, par exemple, cette saison, on regarde les joueurs qu'on a cités, qui ont joué sous le maillot de Memphis. Luke Kennard, il a qu'un seul match au-dessus des 20 points et il a que 2 matchs à plus de 10 3 points tentés. Ah oui. Dans le même temps, Jake LaRavia, qui est un joueur qui a été drafté l'an dernier, qui est un peu estampillé shooter, il a 5 matchs à plus de 20 points et aussi 2 matchs à plus de 10 3 points tentés. Et J.J. Jackson, qui lui, il a une dizaine de matchs à plus de 20 points et alors il a 9 matchs à plus de... Qu'est-ce qu'on raconte? Il a 12 matchs à plus de 20 points et il a 9 matchs où il a tenté plus de 13 points. Ouais. C'est 20% de ses matchs. Donc, tu as des joueurs qui arrivent à prendre du volume, mais Luke Kennard, pas de volume. On a l'efficacité, hein. Toujours, je crois qu'il est cette saison à peu près à 45%. 45, ouais. C'est pas mal. Voilà, tu vois, encore une fois, hein, c'est là où, notamment, je sais que nous deux, on est un peu on a une frontière entre, tu vois, la notion de volume et de l'efficacité. Et je trouve que Luke Kennard, c'est un joueur hyper efficace, mais il manque beaucoup trop de diversité pour vraiment impacter. Puisque, encore une fois, hein, tu peux être à 1,3 points par tir tenté. Si tu prends que 10 tirs, t'es qu'à 13 points, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais c'est. Ce qui est un peu frustrant avec lui, effectivement, là, il a 27 ans. On commence un peu à. Ça commence à être ça, quoi. C'est que. En effet, la prise de volume ne vient pas. Et moi, là où j'adore son profil, et j'ai toujours adoré son profil, c'est compromis défensif. Ok, mais déjà, il est pas si petit que ça. Hein, c'est pas un tout petit joueur non plus. On est d'accord, il peut se faire cibler, mais il y a un peu de taille, un peu costaud, donc il y a un minimum, mais à la limite, tout de même compromis défensif. Mais par contre, c'est voire le meilleur shooter de NBA, je pense, assez facilement. Alors, non, il y a Stephen Curry, ok. Mais je veux dire, parmi les mortels, on est peut-être sur le meilleur shooter de NBA pour moi et sans trop de conteste. C'est-à-dire que on est sur des zones là des zones de Kyle Korver, quoi. En termes de réussite en carrière. À l'efficacité, oui. À l'efficacité. Ah ouais, c'est 44% en carrière NBA. Oui. Voilà, comme dit, je le rappelle souvent, je l'ai rappelé dans l'épisode que j'avais fait sur Bud Hill, mais rendez-vous compte qu'il y a le même écart entre 40% qu'on considère déjà comme la barre d'élite, il y a le même écart entre 36% à la moyenne et 40, qu'entre 40, qui est déjà élite, et 44. Hein. 44, il y a le même écart. Oui. Et 44%, c'est la zone Kyle Korver. Et là où j'aime bien son profil et que j'aimais beaucoup, c'est que on avait ce shoot d'élite, y compris en pull-up parfois, mais on avait aussi du passing. Et c'est là-dessus que je suis un peu déçu, moi, parce que le passing, il y a toujours des flashs par-ci par-là, il y a un peu de création, mais il n'y a jamais cette prise de volume. Et tu vois, tu regardes des matchs de Détroit à l'époque, on voyait des flashs par-ci par-là, on dit mais c'est génial, mais sauf que ça s'est jamais concrétisé plus que ça. Ensuite va aux Clippers, on se dit mais super, le fameux connecteur qui apporte du lien dans cette attaque des Clippers qu'on avait besoin. Ok, mais c'est resté un niveau gadget, en fait, ça n'a jamais pris de volume. Et là, Memphis, comme tu dis, comme tu l'as bien détaillé, en fait, une saison où il n'y a plus personne en tant que créateur, et pourtant il n'y a pas cette prise de volume, quoi. Donc c'est un peu décevant. Après, peut-être à quel point est-ce qu'il n'a pas beaucoup joué non plus, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, Tyler Jenkins, il aime bien les défenseurs, donc peut-être que c'est un peu limité son temps de jeu. Mais je commence à me dire que... il était aussi blessé un peu. Oui, il était blessé un peu, mais tu vois, je commence à me dire,
Bon, bah, peut-être que le rêve que j'avais de ce côté shooter d'élite plus passeur, vraiment très complet, hein, très très complet, de passeur de pick and roll, drive and kick, etc. Bah, peut-être qu'on va rester sur un joueur gadget plutôt qu'un joueur qui prend un peu plus de volume et qui devient titulaire, quoi. Mais ça a quand même de la valeur, parce que tu vois, il y a de la notion, il y a une forte notion de relocation, il y a quand même la notion de menace, même si les équipes ont moins peur du volume. Il y a un petit peu de tout, sauf qu'il faudrait un petit peu plus de volume à tout, quoi. Ouais, oui, effectivement. Et puis, de volume de drive peut-être, ou ce genre de choses, mais le problème, c'est que ce genre de joueur, en fait, il y a un compromis défensif. Donc, moins tu apportes en attaque, plus le compromis défensif, il est embêtant, quoi. Je dis n'importe quoi, mais s'il avait un usage de 30-35% en attaque, et c'était un peu le point focal de l'attaque, bon, ben, il y a les mêmes compromis défensifs, mais tu t'assois dessus, quoi. Tu t'en fiches, Oui. quoi. Oui, Mais plus c'est t'es ça. un joueur gadget qui apporte pas beaucoup en attaque, bah plus le compromis défensif, on n'a pas envie de se le taper, quoi. Donc, c'est un peu tout le problème. Et comme dit, peut-être avec cette notion de rétention de valeur, je pense qu'il y a pas trop de sens à ce que Memphis le laisse partir pour rien. Ils vont activer l'option pour pouvoir ensuite l'échanger contre quelqu'un d'autre, quoi. Garder un peu cette valeur dans le salary cap. Donc, ok pour Luke Kennard et pour le backcourt. Donc, Juste une petite question pour toi. Est-ce que toi, tu échangerais, par exemple, Luke Kennard avec, je sais pas moi, un jeune, un pick de draft contre Cam Johnson? contre Cam Johnson, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Peut-être. Mais j'essaierai de viser un peu plus. Quoique tu me diras, Cam Johnson est un peu plus viable en défense déjà, peut-être. Et surtout plus grand. Plus grand, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, peut-être. Mais est-ce que genre un pick numéro 9 plus un role player comme Kennard, tu peux pas obtenir un peu plus que ça? Je sais pas. Ça dépendra du marché et de ce que les Nets décident, puisque après c'est toujours cette histoire de qui recherche un ailier de grande taille capable de shooter. Tout le monde. Tout le monde. Absolument tout le monde. Ouais. C'est vrai. Donc il y aura l'inflation. Qui est-ce qu'il y a de disponible? Hayward, ça t'intéresse pas, Gordon Hayward? Sur le marché peut-être? Non. Et pour qu'il se plaigne qu'il n'ait pas eu assez d'espace. Ouais. Non, mais effectivement. Mais c'est comme dit, ça va être tout le problème de Memphis, c'est que tu auras des compromis, des requis dans les deux sens. Tu as besoin d'avoir un mec qui va à la fois être un défenseur d'aile, mais qui apporte aussi du spacing, parce qu'il n'y en a pas des tonnes dans cet effectif déjà, donc Desmond Bane tout seul ne peut pas représenter à lui seul le spacing. Oui. Jaren Jackson, on sait maintenant que ça vient, et qu'on est plutôt un shooter autour de la moyenne plutôt que élite. Donc Ja Morant, il va avoir la balle, mais il n'a pas beaucoup de spacing. Marcus Smart, pas beaucoup de spacing. Voilà, il faut faire un home run, comme on dit, hein, sur ton cinquième joueur. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et pour l'instant, c'est vrai que Luke Kennard ne correspond pas trop. Donc ok. Où vais-je partir? Bah tiens, quatrième stade du jour pour moi. Je vais dire 29. C'était un pourcentage, 29%. C'est l'usage de Jaren Jackson Jr., justement. Oui. Si on peut parler de l'attaque de Jaren Jackson. Je vais résumer. Beaucoup d'usage, donc beaucoup de volume de responsabilité. C'était nul. Voilà, c'était très très nul. C'était pas bien. En même temps, on peut le comprendre. Il est passé au révélateur un peu plus. On essaie de titiller, de voir à quel point est-ce que ça peut marcher ou pas quand tu lui donnes plein de responsabilités, parce qu'il n'y a aucun enjeu, on n'avait rien à perdre. De toute façon, la saison était fichue. Mais on a vu que non, c'est pas du tout un joueur qui était capable d'être un créateur. Donc les résultats qu'on a eus sont pas très bons. On a eu affaire donc au 26e plus gros usage de NBA, 26e plus gros total de responsabilité parmi les joueurs avec un gros temps de jeu minimum cette saison évidemment. Et donc on l'a passé au révélateur. On a vu que son pourcentage de panier assisté, donc à quel point est-ce qu'il s'est créé ses tirs ou pas, forcément il a été plus créateur cette année. Il est passé de 68% à 59%, ce qui n'est pas non plus un total gigantesque, hein, 59% de panier assisté. Enfin, c'est encore beaucoup créé par les autres, hein, donc 60% quasiment. Pour un intérieur, c'est vrai que ça commence à faire pas mal. C'est vrai qu'il y a ça tout de même. Mais donc tout ça pour dire que le rendu en efficacité, il était pas bon. Il était pas bon du tout. On était au fameux True Shooting Plus, donc l'efficacité relative à la moyenne, 95, donc moins 5% d'efficacité par rapport à la moyenne. Et sur les gros volumes, c'est 24e sur 27. Sur 27 joueurs avec un gros volume d'usage, 24e sur 27 à l'efficacité, sachant que donc un peu plus de création, sachant que les 3 points sont pas non plus beaucoup rentrés, sachant qu'il a fait au niveau des drives, c'est pas mal, hein, mine de rien, 11 drives par match et avec une rentabilité de 1,14 points par match, points par tir tenté en fin de drive, ce qui est équivalent à 32e sur 70 joueurs, à plus de 8 drives par match. Donc au niveau des drivers, à plus de 8 drives par match, il est au niveau de la moyenne un peu plus. Mais voilà, le problème c'est qu'on a vu qu'il y a des limites de scoring, d'efficacité et aussi de passing, ce qui fait que
c'est pas tant que ça un joueur intéressant quand tu l'as dans ce rôle de créateur en fait. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, tu ne peux pas avoir une bonne attaque si Jaren Jackson Jr. est un de tes premiers créateurs ou un de tes premiers attaquants. C'est ça. Ça va plus être un talent entre guillemets dépendant qui est capable dans certaines séquences de pouvoir profiter de mismatch. Mais la plupart du temps, tu ne veux pas que Jaren Jackson Jr. ait à se créer énormément de tirs parce que c'est pas assez bon pour ton attaque. Oui, c'est ça. Ça, et puis on est passé pour moi de quelqu'un qui avait une valeur qui était assez énorme l'an dernier, avec défenseur de l'année, mais surtout avec un profil très sobre et donc efficace, à cette année quelqu'un qui avec plus de ballons, ok, il y a plus de création, mais comme la valeur fuit parce que c'est pas efficace, quoi. Donc pour moi, c'est là-dessus où paradoxalement, peut-être pour beaucoup, je sais pas, mais pour moi, il y a moins de points par match l'an dernier, moins de responsabilités, moins de création. Mais je trouve que le profil de l'an dernier avait plus de valeur parce qu'il était efficace, quoi. Alors que cette année, certes, il y a plus de ballons, mais sauf que si le rendu il est moins bon que le rendu moyen de NBA, tu perds des points, quoi. Littéralement, tu perds des points. Donc c'est pas intéressant. Et puis surtout que, comme tu l'as dit aussi, le passing est pas top chez lui. Donc c'est aussi compliqué d'organiser de l'attaque. En général, c'est tu chopes la balle, tu fais ton truc, mais il y a pas tant que ça de jeu créé, quoi. Donc en plus, quand il a la balle, il va tirer et ça va pas être efficace. En plus, il y a pas non plus ce côté tu peux organiser du jeu autour de lui, des shooters, des split action, etc. Oui. Voilà. On l'a passé au révélateur. On pouvait s'en douter. Maintenant, on est sûr. Oui. Il faut pas qu'il ait ce rôle-là. c'est un peu. C'est ça. Après, encore une fois, là, c'est pas. Alors, on voit que c'est pas son rôle, mais c'est pas la volonté du front office qu'il ait ce rôle-là, justement. Non, bien sûr. Bien parce qu'il y avait les absences de Jamond, et c'est là où parfois on aime bien relativiser le fait que une deuxième ou une troisième option, même si elle est plus efficace par rapport à la moyenne potentiellement que la première ou que la deuxième, c'est parce que ce qu'elle a à faire est moins dur. Oui. Mais oui. Parce que voilà, et c'est là où la notion de capacité de création, puisque tu vois, sur cette année, par rapport à Jaren Jackson Jr., il y a eu une hausse notamment au niveau de son jeu en post-up et aussi par rapport à son jeu en isolation. Sauf que ce sont des play-taps qui sont très peu rémunérateurs d'un point de vue efficacité. Donc, t'as beau être très fort ou même un peu au-dessus de la moyenne sur le post-up et sur l'isolation, ce play-là, vu que tu as un adversaire en face de toi à chaque fois, est tellement peu rémunérateur qu'au final, par rapport à ton efficacité globale, ça va la baisser. Après, je pense que il peut être utile en tant que scoreur. Hein. C'est pas pour dire il faut que ça devienne un role-player total. Je pense que tu vois, tout ce côté isolation et post-up, typiquement, tu arrives sur une série de playoffs, ça peut être très utile en fait. C'est juste que ça peut pas être ta source principale d'attaque, ça peut pas être ton initiateur d'attaque. Mais par contre, si tu as de nouveau le retour de Ja Morant, une attaque de pick and roll, plein de décalages, etc., avoir un Jaren Jackson qui vient, qui punir des mismatchs, punir au poste bas, apporter un peu de variété tactique parce que y a des fois, plutôt que d'enchaîner les pick and roll, tu vas donner un ballon parfois à Jaren Jackson, dans un bon spacing, ça peut marcher, etc. Donc, voilà, je pense que c'est pas pour dire il faut qu'il revienne à prendre 0 tir auto-créé et qu'il soit juste un role-player, non. C'est juste que ça peut pas être un initiateur de haut niveau de ton attaque, quoi. Ouais, c'est-à-dire que en fait, en le passant au révélateur, tu te rends compte que Jaren Jackson Jr. aujourd'hui, c'est un joueur qui est aussi dépendant d'un contexte. C'est-à-dire, il est pas littéralement implacable, même si sa défense va se transposer partout. Pour qu'il donne la pleine mesure de sa valeur, tu as besoin d'avoir un certain contexte autour de lui. Là où c'est pas le cas pour certains autres joueurs. Oui, d'accord. Mais de toute façon, comme dit aussi, c'est pas le projet de l'avoir dans ce rôle-là. C'est juste que dans les faits, on a été obligé de faire ça. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'était un tanking sournois ou pas, de forcer sur ses responsabilités ou... Non, quand même pas, on est d'accord. Non, de toute façon, c'était là. Qui met des points? Puisque il y a eu, parce que Desmond Bane n'était pas là pendant 40 matchs. Oui. Qui met des points à part lui et peut-être son nouveau compère, puisque c'est un duo qui a été nommé les Jackson 2, en référence au Jackson 5, Jackson Jr., qui après passer le All-Star break, qui lui aussi a littéralement explosé d'un point de vue offensif, où elle est un peu aussi passé en titulaire, là où il était plutôt en sortie de banc, et qui était une autre menace au scoring, quoi, puisque au bout d'un moment, Jaren Jackson Jr., c'était la seule personne qui était capable de mettre des points. Donc, peu d'efficacité, mais le seul à pouvoir mettre des points. Mécaniquement, il faut bien que quelqu'un prenne un tir. Donc, voilà. S'il n'y a personne, il faut quand même que la possession, on peut pas juste tourner la balle, et puis voilà, il faut quand même qu'il y ait un mec qui prenne un tir à la fin. Et voilà, pour Jaren Jackson, qu'on préfère dans un autre rôle.
Ok, eh bien on arrive à ta 5e stat du jour. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024 ? Alors je sais pas si c'est vraiment une stat. Allez, on va prendre une stat qui va faire réagir la communauté du Basket Lab. 17 points par match. Ouais. Voilà, je suis sur les 17 points par match. Non, c'est par rapport à Gigi Jackson, du coup, c'est sa performance, entre guillemets, au scoring, par rapport après le All-Star Game. Prestation qui lui a valu quand même d'être élu dans la seconde rookie team. Alors, pourquoi j'ai pris cette stat-là? C'est simplement, encore une fois, un prétexte pour parler de Gigi Jackson. Mais c'est même pas son scoring, moi, qui m'a impressionné cette saison. Alors, il y a une notion de progression, puisque c'est quelqu'un qui est arrivé un peu à la Desmond Bane en tant que talent dépendant en début de saison, où c'était quelqu'un qui créait du spacing, hein, c'est-à-dire que voilà, c'était du catch and shoot, du catch and shoot, du catch and shoot, un peu de drive, et qui au fur et à mesure de la saison a développé un handle, a développé de l'attaque de close-out et a développé un jeu en pick and roll. Donc ça, c'était assez intéressant pour son développement. C'est quelqu'un qui aussi finit dans le 86e centile au pourcentage de 3 points non assistés. Pour un joueur de cette taille, c'est pas rien. Pour un joueur de cette taille, c'est pas rien. Et qui aussi, 80% de ses tirs au cercle ne sont pas assistés. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui arrive à driver, même s'il n'arrive pas à finir. C'est quelqu'un qui arrive à driver, même si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à finir, qui a flashé pas mal de polyvalence défensive. Alors, tu me diras à qui tu vas le comparer, mais par exemple, moi, j'ai revu pas mal de Kelly Oubre de Washington, en fait, dans Gigi Jackson. C'est-à-dire quelqu'un capable de prendre du volume, quelqu'un qui peut avoir de la polyvalence défensive, notamment sur le point d'attaque, qui permet d'avoir de la longueur, qui est assez mobile pour sa taille, mais un peu un trou noir avec très peu de passes et très peu de passing. Moi, il me fait penser à Alize Johnson et Chandler Hutchinson. Alize Johnson? Ouais. Non, je plaisante. Le mec d'Indiana? Ouais, le mec, ouais. Non, la différence avec Kelly Oubre, et pour moi, c'est un point central, c'est que Oubre, il avait l'explosivité, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est un peu une de mes craintes avec Jay Jackson, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop ce pop, en fait. Il n'y a pas trop ce côté création de décalage, vivacité. Donc, c'est beaucoup sur la taille, beaucoup sur la longueur. Je vais sur mes spots, mais pas non plus... c'est un rythme très lent, hein, grande taille, rythme lent, mais il n'y a pas non plus le toucher à la fin. Il n'y a pas le zip. Il y a ni la vivacité, ni le toucher de balle, la précision pure à la fin. Mais rappelle-nous d'où il sort, hein, c'est un choix du 2e tour de draft, c'est ça? C'est ça. Choix du 2e tour qui est pick en 48 de mémoire, qui a fait la fac de South Carolina. Je crois qu'il a été reclassé, qui devait être à la draft de cette année, mais qui s'est présenté à la draft de l'année dernière, alors qu'il avait fait une saison en tant que prospect qui était assez mauvaise, donc il est descendu un petit peu partout. Memphis l'a récupéré en tout-way, puis il a commencé à exploser, notamment on se souvient de son match pour le MLKD face aux Warriors, où on a du display, du shooting, de la défense, et qui au fur et à mesure a réussi à se créer une place dans la rotation jusqu'à devenir un peu on va dire cet espoir du projet de potentiel 5e starter. Ouais. Après, comment dire, il est très jeune encore, hein. Je crois qu'il a même pas 20 ans, hein. Il a 19 ans et quelques. Donc, 18 ans, il avait 18 ans, je crois, quand il était draft. C'était le plus jeune joueur de la NBA l'an dernier. Tu vois, pour le coup, bon, il a eu plein de ballons, il en a fait pas mal de choses, mais je suis pas encore conquis par son attaque. Je me pose des questions parce que, comme dit, il y a un peu ce manque d'explosivité. Le shoot, je me pose la question à quel point il est bon ou pas. Et je veux même pas trop parler de certaines stats parce que l'échantillon est tellement faible. Mais bon, quelques indicateurs, on est plutôt sur un shooter moyen, ou enfin, il n'y a pas un truc d'élite quoi qui se cache derrière a priori. Donc pas trop de pop athlétique, pas trop de toucher de balle. Faut voir à quel point est-ce que la taille peut arriver à compenser en fait, hein, juste jouer grand et aller sur mes spots, etc. Mais je suis pas totalement conquis par l'attaque, d'autant plus que c'est pas que le scoring. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de passing non plus. Non, pour le coup. C'est un peu Rui Hachimura-esque. Rui Hachimura-esque. Et c'est pour ça que pour moi, on a affaire à un joueur très jeune, donc il peut encore bien se développer, effectivement. Mais sa carte à jouer, sans doute que à court terme, ce sera un peu plus la défense, non?
Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu vois, j'ai mentionné les points par match volontairement avant, mais comme je te disais, c'est vraiment le côté défensif où on a quelqu'un qui est capable de faire des lectures en second rideau, notamment par rapport à sa longueur. On a quelqu'un qui est capable aussi, tu vois, on l'a vu en mission chez Gilgeous Alexander, on l'a vu en mission sur Luka Doncic, donc qui est capable d'avoir ces assignements défensifs sur les ball handlers sur lesquels il faut mettre de la taille. Là où peut-être, tu vois, un Marcus Smart pourrait être trop petit. Ou même Vince Williams Jr., dont on n'a pas encore parlé, pourrait être trop petit. Oui, puis je crois qu'il a eu, comment dire, il y a un certain renouvellement à faire aussi au niveau de l'aile, parce que vous avez échangé David Roddy, hein, qui est parti à Phoenix, je crois. C'est ça. Et pourquoi d'ailleurs David Roddy a été abandonné ce projet alors qu'il semblait important dans le projet? Parce que c'est l'ailier qui a eu le plus de minutes sous Taylor Jenkins par rapport aux autres, mais qu'il n'était pas assez bon et qu'il continuait à jouer. Donc je pense que le front office, le meilleur moyen pour que ton coach ne fasse pas un joueur que tu ne veux plus voir, c'est de le transférer. Ah, tu penses à un move du front office pour pas que le coach l'utilise? Voilà. D'accord, ok. Mais j'avoue que j'étais un peu surpris que ça jette l'éponge comme ça, alors qu'il avait l'air justement de jouer beaucoup, d'avoir sa place, etc. Donc un peu étonné, mais donc il y a eu l'émergence, comme tu dis, de Gigi Jackson. Et alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'autre, de Vince Williams Jr., dont on a parlé, je crois, dans l'hebdo. FD nous en avait parlé déjà, mais qui lui est, alors, pas non plus beaucoup plus de scoring, même peut-être un peu moins encore de scoring que Gigi Jackson, je trouve. Oui. Un profil très assisté, voilà, oui. Mais par contre, beaucoup plus playmaker défensif. Oui. Je trouve polyvalence défensive, protection au second rideau aussi, et surtout passeur un peu plus. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon type de joueur. Hein. Clairement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très fort sur la défense homme à homme. C'est un peu un joueur qui me rappelle, tu vois, le Aaron Nesmith de cette année. Ouais. Voilà, très fort sur la défense sur l'homme, assez bon dans la navigation des écrans, très bon aussi sur le rebond défensif, très fort pour capter des rebonds en montant en transition. Il a ajouté, comme tu l'as dit, au fur et à mesure de l'année, un peu de manipulation des défenses et du passing. D'abord, j'ai fait un trade là-dessus sur ses capacités de création et la progression de sa vision de jeu. On a quelque chose qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un role player et qui est à peu près 40% à 3 points above the break. Donc ça, c'est assez intéressant qu'il soit aussi adroit dans cette zone du terrain, parce que c'est la zone du terrain où les équipes peuvent le moins défendre le tir à 3 points. C'est-à-dire que c'est plus facile d'empêcher qu'un tir à 3 points arrive dans un coin qu'il arrive above the break. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant à voir s'il pourra avoir du volume. Mais je trouve que c'est un très bon role player, vraiment. Et qui, je pense que ce sera un role player dont on entendra parler dans les années à venir. Hein. Franchement, très, très sérieusement. Ouais. Non, mais il y a un peu ce combo défense plus passing, donc un peu un ailier défensif passeur. Oui. Ce qu'aurait dû être Troy Brown Jr., mais on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. mais avec un peu de shoot aussi, parce que comme tu dis, 38% à 3 points, et en NCAA déjà 37 à l'époque, donc si ça peut tenir, ça peut être cool. Oui. Parce que c'est vrai qu'après, de l'autre côté, on a quand même affaire à un joueur qui est assez vieux, beaucoup plus vieux que Jackson, hein, pour le coup. Lui, il a 23 ans déjà, un peu plus de 23 ans. Vieux, alors tout est relatif, hein, évidemment. Mais vieux déjà en termes de développement. Et puis, c'est vrai que au-delà de ça, si le shoot rentre pas, c'est compliqué, parce que je trouve que voilà, il n'y a pas d'explosivité du tout, le dribble suspect, le toucher de balle un peu suspect aussi, beaucoup de turnover aussi, alors pas que sur le passing, mais aussi un peu de turnover de perte de balle. J'ai calculé, je me suis amusé, plus de 15% d'usage et plus de 1000 minutes NBA, il y a 179 joueurs NBA, et en termes de turnover, au classement des turnovers sur ces 179 qui ont un peu de responsabilité, il est 173e. Donc voilà, il y a du déchet. il y a un peu de déchet. Pareil au niveau des drives. Hein. Parmi les drivers avec plus de 5 drives par match, il est 114e sur 123 à l'efficacité. Donc pas de drive non plus, mais par contre, comme dit, il y a un peu de shoot, plus du passing qui est intéressant, quoi. Je trouve un peu de driving kick, un peu de pick and roll. Il peut un peu tenir la balle en tant que meneur, remonter la balle, trouver les joueurs en sortie d'écran, un peu d'attaque de close-out, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'on a en fait un ratio de playmaking, encore une fois. Donc à quel point est-ce que le joueur distribue la balle par rapport à son nombre de ballons, qui est de 1,07. C'est un très bon chiffre pour vous dire, parce que c'est au niveau de Podziemski, de Garland, de Austin Reeves, de Kate Cunningham, etc., quoi. Donc en termes de à quel point je fais des tirs versus à quel point je fais des passes, on a affaire à un profil qui est assez distributeur. C'est peut-être aussi parce que cette année il a eu pas mal de ballons et de chances de distribuer de jeu, mais je trouve que au final, même si on n'a pas beaucoup de création dans une équipe d'élite, enfin s'il n'est pas utilisé en tant que créateur l'an prochain dans une équipe qui est beaucoup plus d'élite avec Ja Morant, etc.,
ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de défenseur, mais défenseur un peu intelligent, quoi. Défenseur un peu 3&D, mais aussi avec un peu de passing, et donc ce fameux profil de connecteur dont on a parlé assez souvent, quoi. Connecteur et 3&D moderne, quoi. Et donc moi, ma 5e stat du jour, c'est 13. Qu'est-ce que c'est 13 ? 13, c'est le rang de l'équipe au niveau du rebond offensif, le pourcentage de rebond offensif, 13e, alors que les années d'avant, ils étaient 1er et 5e. Donc un peu une chute en termes de à quel point est-ce qu'ils arrivent à obtenir des rebonds offensifs. En plus, alors que Memphis était une des têtes d'affiche de ce fameux jeu des possessions, on va chercher beaucoup de rebonds offensifs. Et de l'autre côté, pareil, ils sont 24e en termes de rebonds offensifs concédés, donc sur le rebond défensif. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'était pour te lancer un peu sur Steven Adams, qui était un peu le partenaire de pick and roll de Jaren Jackson, qui n'est pas un gros rebondeur. Steven Adams qui n'a pas joué de cette saison, qui a même été échangé en fin de saison pour des raisons financières, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est surtout pour te lancer sur... on a connu cette raquette-là. Maintenant, on fait quoi ? Comment est-ce qu'on entoure Jaren Jackson cette année, vu que Steven Adams n'est plus là ? Il était blessé cette saison. Maintenant, il n'est plus là. Comment est-ce qu'on l'entoure ? Est-ce qu'on prend l'option d'aller chercher un autre mec un peu dans ce genre-là, donc c'est-à-dire rebond et défense peut-être, donc plutôt un rock défensif, ou alors est-ce qu'on fait le choix plutôt de s'orienter vers du spacing et donc avoir un 5-out maximum avec grâce à Jaren Jackson qui peut shooter. Vers quelle option toi tu irais potentiellement ? Moi, je pense que j'irais plus vers la version Jaren Jackson Junior, un peu plus en poste 5, à la manière de Chet Holmgren. Un peu comme ce qu'a pu faire OKC cette saison. On a vu ce que ça a permis d'avoir un tel spacing, notamment pour Shai Gilgeous-Alexander et pour Jalen Williams. Donc je me dis que peut-être que ces deux joueurs-là, si on prend entre guillemets le parallèle, que Desmond Bane et aussi Ja Morant pourraient en bénéficier d'avoir un petit peu plus de Jaren Jackson au poste 5. T'as parlé notamment sur la partie du rebond offensif. Il y avait l'absence de Steven Adams, mais il y a aussi l'absence de Brandon Clark qui est aussi un très fort joueur dans ce type de jeu et moins de minutes pour Luke Kennard qui sont vraiment au niveau des rebonds offensifs, c'est le top 3, c'est la paire, quoi. C'est la paire qui faisait le rebond offensif. Et du coup, avec l'absence de Brandon Clark, l'absence de Steven Adams s'est encore plus fait ressentir de ce côté du terrain. Mais je trouve que, alors, le Memphis qu'on a vu il y a 1 ou 2 ans avec la formule Steven Adams, le jeu de possession, je pense que c'est un petit peu dépassé quand on regarde les équipes qui sont aujourd'hui en haut de la ligue, puisque Steven Adams était devenu un joueur un peu trop situationnel et on avait vu que Memphis était un peu moins bon sur les playoffs en saison régulière. C'est parce que un joueur comme Steven Adams était peut-être trop important et je trouve que le fait d'avoir plus de minutes de Jaren Jackson Jr. au poste de pivot avec Brandon Clark, donc va falloir trouver un troisième intérieur un peu dans le même moule, un peu, tu vois, mais pas, on n'a pas besoin, enfin, je pense que Memphis n'a pas forcément besoin d'un joueur hyper référencé. On a vu que, par exemple, l'an dernier, les résultats se sont drastiquement améliorés en passant, simplement, en ajoutant, entre guillemets, dans la rotation Bismack Biyombo à un moment de la saison, qui a apporté un petit bol d'air et une menace de lob et un peu de spacing vertical. Donc je trouve que Memphis aura toujours besoin de ce type de profil, mais ce type de profil doit avoir une importance moindre dans le jeu et aussi dans le salary cap que pouvait l'avoir Steven Adams. Oui, non mais c'est vrai que c'est un cas assez compliqué parce que comme dit, cette équipe a basé son identité sur le fameux jeu des possessions et ils étaient vraiment élites en 2022 quand ils font leur année. C'est-à-dire qu'ils prenaient beaucoup de rebonds offensifs, ils en concédaient très peu, et en plus, ils perdaient très peu de ballons eux-mêmes en termes de turnover, et ils en volaient beaucoup. Ils créaient beaucoup de turnover adverses. Donc vraiment, sur le jeu des possessions, c'était... ils avaient plus de cartouches que l'adversaire sur tous les plans, donc ça permettait un peu de gagner facilement quand tu as plus de chances de mettre des points. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de Steven Adams était bien utile dans son rôle, mais à quel point est-ce que il n'y avait pas aussi d'autres compromis de spacing, de plein de trucs comme ça. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure. Il a été sorti de la série contre Minnesota au bout d'un match parce que c'était pas possible, quoi. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui était un énorme protecteur de panier. C'est pas non plus quelqu'un qui avait une mobilité, une polyvalence défensive énorme. Donc il apportait des choses et des très bonnes choses, mais c'était pas parfait non plus. Et de l'autre côté, il y a un peu ce truc de
tu rêves un peu peut-être d'un spacing parfait avec Jaren Jackson qui est capable de shooter à 3 points. Et même s'il le fait que dans la moyenne, c'est déjà suffisant en fait. Hein, si autour de lui tu as 4 extérieurs, ce serait un peu idéal, un peu comme Chet Holmgren à OKC, même si Chet peut-être shoot mieux. Mais voilà, donc tu as peut-être ce rêve-là, mais à quel point est-ce que ce rêve-là ne se fera pas au prix avec un compromis un peu trop gros justement de rebond et de défense, quoi, parce que est-ce que Jaren Jackson il a peut-être pas ce côté intimidation, il a pas ce côté rebond, donc tout ce qui est un peu les qualités de gros entre guillemets, est-ce qu'il est capable de les tenir à lui tout seul? Je suis pas sûr, donc je sais pas quelle va être l'option. Est-ce que ça va aller chercher un espèce de poste 3 qu'on va mettre poste 4 de type OG Anunoby, hein, par exemple, un mec comme ça, pour jouer petit, mais du coup tu peux souffrir au niveau de la taille, au niveau du rebond, etc. Est-ce que tu fais le choix d'aller, je dis n'importe quoi, mais le choix plutôt sûreté défensive et taille de Jeremy Grant. Jarrett Allen, oui, pardon. Non, Jarrett Allen de Cleveland, tu vois. T'assumes un peu ce côté de gros, mais tu perds le spacing. Est-ce que tu fais le choix inverse d'aller complètement attaque avec un Lauri Markkanen? Voilà, je dis plein de noms, c'est pas forcément pour dire cela en particulier, mais en termes de philosophie, c'est vrai qu'on arrive d'archétype, où on arrive à un moment charnière peut-être en termes de construction d'équipe, parce que selon le choix qui est fait, on n'aura peut-être pas non plus du tout la même équipe, hein, et peut-être que ce fameux jeu des possessions, tu pourras plus le faire non plus, quoi. Oui, et peut-être que tu en auras moins besoin parce que les joueurs ne sont plus les mêmes. Tu vois, Desmond Bane, c'est un meilleur joueur offensif. Ja Morant, c'est un meilleur joueur offensif. Jaren Jackson Jr., même s'il a été moins efficace, il peut faire plus de choses également. Et il n'y a plus aussi Dillon Brooks qui tanquait aussi l'efficacité offensive globale de l'équipe. Ouais. Donc, potentiellement, peut-être que, en fait, tu avais besoin de jouer des possessions puisque tu n'avais que des attaquants moyens. Mais à mesure que tes attaquants deviennent un peu plus forts et deviennent un petit peu plus adroits, peut-être que tu as moins besoin de cette notion de jeu de possession. Oui, tout est question de compromis. Donc, c'est ça. Il suffit que tu fasses ce choix-là et que l'attaque soit à ce point bonne pour que ça vaille le coup. Mais c'est ça. Faut arriver à faire le bon coup, quoi, effectivement. Donc voilà, peut-être point clé, on va pas en dire plus, on va pas faire du basket fiction non plus. Mais voici pour le choix du partenaire de Jaren Jackson. Est-ce que tu as d'autres stats à nous proposer maintenant qu'on a fait 5 chacun? On a fait nos 10, mais est-ce que tu as des petits sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas eu le temps d'aborder encore? Des petits sujets, oui, par rapport à la draft. Une petite stat 1. Depuis la draft 2000, même pas 1, c'est 0 même pour le coup. Depuis la draft de Ja Morant en 2019, Ja Morant, c'est le seul joueur que Memphis a drafté au premier tour avec son propre pick. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça veut dire que potentiellement le pick 9, peut-être que c'est Memphis le pick 9 de cette année, peut-être que c'est Memphis qui choisira, mais le trade que le joueur qui sera choisi avec le pick 9 de Memphis ne sera pas choisi par Memphis potentiellement, puisque Zach Clemons, c'est quelqu'un qui trade pas mal à l'intérieur de la draft. Par exemple, Brandon Clark, c'était avec le pick de KC. Desmond Bane, c'était avec le pick de Boston. Zaire Williams, c'était avec le pick de New Orleans. Aldama, c'était avec le pick de Utah, dans le trade de McConley. Laravia, c'était le pick des Wolves. Et Roddy, c'était un des picks des Suns. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Santi Aldama, qui fait une plutôt bonne saison aussi, oui, je trouve, offensivement. Plutôt solide, mais encore, plutôt solide si jamais ça devait être ton 9e homme, ton 8e homme. Mais vu que c'est quelqu'un qui a été propulsé, c'est quelqu'un qui a été propulsé parfois starter, qui jouait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été tenté, hein, puisque Santi Aldama, c'est quelqu'un qui t'amène un peu ce playmaking en plus du shoot théorique. Offensivement, c'est une formule qui avait été testée avec au côté de Jaren Jackson Jr. C'était plutôt intéressant, notamment pour la notion de ligne de drive et permettre à Jaren Jackson Jr. d'attaquer. Mais encore une fois, tu vois, c'est la problématique déjà la problématique du rebond, la problématique de la défense, même si c'est quelqu'un qui peut aussi faire du playmaking défensif, mais qui globalement a failli pour moi à prendre un petit peu plus de volume dans l'attaque, alors qu'il y avait des joueurs bien moins bons que lui globalement au départ de la saison. Ouais. Non, mais c'était aussi un peu un de mes derniers points, c'est finalement on a pas mal de petits joueurs par-ci par-là, mais l'an prochain, si on veut être top 4 de la conférence, aller loin en playoff, etc., qui est-ce qu'on garde, qui est-ce qu'on jette dans cette rotation? Il y a pas mal de joueurs intéressants. Le retour des cadres va faire du bien, mais tu vois, je pense notamment à Jake LaRavia,
qui est peut-être un peu une déception sur ce côté 3&D ou un peu contributeur immédiat. John Konchar, est-ce qu'ils vont le garder, John Konchar, ou pas d'ailleurs? Il a un contrat de 6 millions la saison prochaine. Ça peut faire beaucoup le 12e homme s'il y a une volonté de passer sur l'attaque. Moi, je trouve que c'est un bon 10e homme, hein, John Konchar. C'est un joueur de devoir. Quand tu l'appelles, il répond toujours présent. Peut-être qu'il va être remplacé numériquement par Lamar Stevens qui a conquis, même si c'est un joueur qui est un petit peu moins prêt offensivement, mais Lamar Stevens, voilà, c'est quelqu'un qui toujours, enfin, le niveau de consistance en termes d'énergie qu'il apporte sur le terrain, c'est quelque chose qui a pas mal marqué, surtout comme une équipe, dans une équipe comme Memphis qui valorise cette notion d'effort. Mais ouais, je trouve que John Konchar, c'est quelqu'un qui peut avoir sa place, mais peut-être que son salaire fera qu'il va être un salary match utilisé autre part, sachant que certaines autres équipes pourraient utiliser son skill set, puisque au final, si tu es une équipe qui a très peu de marge salariale, c'est un joueur à 6 millions qui peut apporter, qui est un bon rebondeur, un bon playmaking défensif. C'est juste Tony qui doit retrouver son shoot globalement, mais c'est un joueur qui est plutôt solide dans une rotation à 8-9 joueurs, quoi. Ce serait quoi? Ce serait l'équivalence peut-être d'un gars comme Aaron Wiggins? Oui, je pense, un truc comme ça, ouais. Mais voilà, il y a des joueurs peut-être sur lesquels on va tourner la page. Je pense à Xavier Tillman qui a été échangé à Boston. Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'est séparé de lui aussi? Alors, lui, il y avait deux choses. Je pense que le front office ne voulait pas le re-signer. Donc, plutôt essayer de récupérer des... Oui, je pense qu'il y a une notion contractuelle. C'est quelqu'un qui a eu aussi plus de volume, et c'est que l'attaque n'est jamais venue. Ouais. Très solide défenseur, mais l'attaque n'est jamais venue. Là, il a eu de la place pour pouvoir avoir un meilleur rôle offensif, mais l'attaque était très putride, et même à Boston, l'attaque n'est toujours pas là, quoi. Oui, bien sûr. Zaire Williams aussi, qui a fait qui a rebondi un peu après l'an dernier, où c'était un peu décevant. Oui. Alors, Zaire, c'est un joueur qui est vraiment un joueur de contexte. C'est un joueur de contexte. C'est quelqu'un qui est très bon quand il joue avec Ja Morant, parce que c'est l'un des seuls joueurs de l'effectif en dehors de Ja Morant qui joue au-dessus du cercle avec Brandon Clark. Donc c'est quelqu'un qui apporte une certaine verticalité horizontale. Enfin bon, quel oxymore. Enfin bon, c'est quelqu'un qui apporte de la profondeur de jeu globalement, qui permet de jouer vite, qui défensivement est assez solide sur le point d'attaque, mais qui a beaucoup de difficultés offensivement, notamment pour se créer son tir, pour aussi finir les actions quand il n'est pas assisté. Donc c'est ça, c'est vraiment un joueur de circonstance. Et moi, il me rappelle beaucoup Corey Brewer. Oula. Est-ce que c'est bon signe? C'est ça. Corey Brewer de Florida, où tu vois, c'est vraiment un joueur de circonstance, un gars, si tu t'as quelqu'un pour changer un peu le rythme du jeu à côté de lui, qui va pouvoir faire quelque chose, mais par lui-même, sans beaucoup d'éléments de contexte autour de lui, c'est quelqu'un qui sera la plupart du temps négatif, et malheureusement, tu n'as pas le luxe de pouvoir prendre le temps. C'est par exemple, si c'est quelqu'un qui peut être missionné par-ci par-là, qui peut être mis en mission de temps en temps sur un porteur de balle assez rapide, vu qu'il est bon sur les joueurs de grand temps, un peu à la Cam Reddish, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est pas assez bon pour pouvoir compter dessus, et puis c'est quelqu'un qui a aussi pas mal de problèmes de blessures. Oui, puis tu t'espérais mieux, quoi que j'allais dire t'espérais mieux que Cam Reddish, mais Cam Reddish aussi t'espérais mieux que Cam Reddish. Mais effectivement, ouais. Non, mais ça met un peu de temps à se développer, quoi. On est un peu d'accord. Ok, je pense qu'on a couvert à peu près tous les sujets. D'habitude, il n'y a pas de quiz pour finir les bilans de saison, mais là je vais te faire un quiz improvisé. Okay. Est-ce que t'es prêt, Tom? Tu vas devoir me... Vas-y. On est obligé de finir par ça, parce qu'en fait, il y a eu 33 joueurs qui ont été utilisés. Donc je vais te faire un quiz. Est-ce qu'on est sur des Grizzlies 2024 ou est-ce qu'on est sur des Baltimore Bullets de 1948? On va voir si tu connais bien tes Grizzlies. On y va. Jack White, Memphis 2024 ou Baltimore Bullets 1948? Jack White. Il a joué cette saison, Jack White. Il a joué cette saison à Memphis. C'est une espèce d'intérieur. Effectivement, ça marche. Dejon Jarreau. Memphis. Dejon Jarreau, ouais, il a joué cette saison. Il m'a fait penser à Haché. C'est une espèce de ball handler de très grande taille qui est très dans la décélération. Ouais, il a joué cette saison. Effectivement.
Chet McNabb, Memphis 24 ou Baltimore Bullets 48? Ça me dit rien du tout. Donc, je pense que c'est Baltimore. Effectivement, c'est Baltimore. Grady Lewis, Memphis 2024 ou Baltimore Bullets 48? S'il a joué à Memphis, je ne l'ai pas vu. Donc, je dirais Baltimore. Effectivement, c'est une bonne réponse. Timmy Allen. Timmy Allen, oui, il a joué à Memphis. Il a joué à Memphis cette saison avec son nom, ses initiales T. Allen. Ben oui, ça fait tout de suite, surtout quand tu regardes, c'est pas le même que Tommy, hein. Que Tony Allen. Tout à fait. Xavier Simpson, Memphis 24 ou bien Bullets 48? Xavier Simpson, ça me dit pas grand chose. Je dirais Bullets. Aïe, c'est une erreur. Il a joué Memphis, Xavier Simpson. Lui, ça me dit rien du tout, Xavier Simpson. Xavier Simpson, il a fait 7 matchs, apparemment. 7 matchs. Ok. Mike Bloom, Memphis? Non, lui c'est sûr, c'est pas Memphis. Lui, c'est Baltimore. Ouais. Effectivement. Et puis, pour finir facile, Matthew Hurt. Matthew Hurt, c'est le shooter, le shooting big. Surtout qu'il est signé sur une hardship. Il s'appelle Matthew Hurt, donc je pouvais pas le rater. Puis, non, il y a des noms faciles. Si je te dis Dick Schultz, tu vois, ça fait très 1948, ouais, ça, Dick Schultz. Ouais. Ou des mecs comme ça. Johnny Jorgensen. Buddy Jeannette, c'est pas mal ça. Buddy Jeannette, qu'est-ce qu'il a fait Buddy Jeannette en carrière? Il a fait 139 matchs. Bref, bravo Tom. Quoique bravo, mais t'as échoué sur un nom quand même. Ouais. même Tom, le spécialiste des critiques, ne pouvait pas connaître les 33 joueurs de Memphis. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le basket là pour parler de Memphis 2024. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de le refaire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour nos amis les Grizzlies avec, vous avez vu, quelques éléments qui depuis, on a eu des réponses, donc notamment la free agency de Luke Kennard dont l'option n'a pas été prise. Je vous ai quand même laissé la suite et cet extrait parce qu'il y avait toutes les explications très intéressantes de Tom sur la partie business évidemment. Et puis également vous avez vu que finalement ils ont gardé le pick, mais ils ont fait aussi un talent play comme on dit, donc ils ont pris le talent Zach Edey. Donc voilà, ça répond aussi en partie à l'interrogation de sur quel modèle est-ce qu'on va partir avec plutôt un vrai poste 5 à côté de Jaren Jackson ou alors Jaren Jackson en poste 5 et puis ensuite on va chercher un poste 4. Voilà, on pourrait repartir dans cette direction donc pour répondre aux interrogations qu'on avait en début juin. Bref, et donc voilà pour cet épisode et la prochaine fois on se retrouve pour parler d'une équipe d'élite puisque la prochaine fois bilan des Charlotte Hornets. Et oui. Pas de discrimination, même les équipes comme les Hornets, on va en parler. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Tom d'être revenu sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.